Je vais partir tout en restant. Donc ça veut dire que je vais être là, mais je vais m'éloigner en même temps. Je vais vivre ma vie de mon côté, tout en restant avec les miens, quoi. C'est ça. Faudrait que je reste, mais que je parte en même temps, quoi. J'ai une envie de découvrir, une soif de découvrir du coup le monde, mais j'ai pas envie de lâcher ceux qui m'ont appris à vivre. Voilà, c'est tout. Voilà. La Terre c'est tout. C'est là où on est, je sais pas, c'est cet astre où... Ah, c'est tout, c'est nous-mêmes aussi en soi, la Terre. Enfin, pour moi, la Terre, ça englobe même les constructions humaines, ça englobe nous, les animaux, les plantes. Pour moi, la Terre, c'est l'ensemble. C'est pas forcément le sol où on marche dessus, c'est tout. Maintenant, le compliment, c'est, et surtout surtout dans l'agricole, le compliment, c'est un bosseur. Ouais, mais il y en a peut-être un, c'est un bosseur, il fait 12 heures par jour, mais le travail n'est pas aussi bien fait qu'un qui en ferait 8 et d'une meilleure manière. Enfin, je veux dire, c'est chacun a des aptitudes différentes, des capacités différentes, et au final, bah, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur? Il se plaint jamais. Même s'il est passionné, il se rend pas compte que lui, sa santé, il la met en danger. Parce que lui, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, il pourrait travailler sans dormir une journée, il y aurait. Il prend pas le temps de réfléchir à ce qu'il fait. Il va à son travail et il est dans sa passion. C'est un métier où il faut être passionné. Si t'es pas passionné, ça sert à rien. Mais moi, ça me décourage pas, franchement, ça me décourage pas. Il faut juste trouver la bonne personne, trouver le bon contexte d'installation et tout ça, mais non, c'est possible de s'installer. Et puis aujourd'hui, des fermes, il y en a de plus en plus qui se libèrent, il y a beaucoup d'exploitants qui arrivent à la retraite, et il y a beaucoup aussi de fils d'exploitants qui ne veulent plus reprendre. Et mine de rien, ça laisse un peu de place quand même aux cadres familiaux, parce que forcément, il faut quand même les exploiter, les terres, il faut produire, il faudra toujours nourrir le monde. Donc si c'est pas les fils d'exploitants qui veulent les reprendre, il va bien falloir qu'ils trouvent quelque chose pour faire reprendre les jeunes qui sont pas du milieu. Donc moi, j'y crois. Pour moi, faire parler la terre, de ce que j'entends comme ça, c'est aller là où les autres ne vont pas, et pas dénoncer, mais juste montrer des faits, et comme ça les autres peuvent prendre toutes les informations et faire leur propre analyse, et montrer que différents... Il y en a peut-être qui vont dire non, la terre elle va bien, l'agriculture ça me dérange pas, ça, la consommation ça me dérange pas. D'autres qui vont dire non, regarde, comme un petit débat sans agressivité, et quelqu'un de neutre au milieu et qui regarde les deux côtés. Au fond, c'est la même chose, quoi. On a tous le même fond. Je sais pas comment expliquer. Bonsoir. 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 Alors, moi, je suis Patricia Floric du lycée Saint-Géraud qui organise un cycle de conférences dont la première date est en collaboration avec le théâtre municipal d'Aurillac. Puisqu'on a un point commun ici, on s'est dit qu'on pourrait travailler ensemble, puisque nous, on voulait, dans notre cycle de conférences, parler de l'enquête de terrain. Et puis le théâtre voulait parler des ruralités, mais avec des compagnies qui avaient fait des résidences, qui avaient été au plus près des habitants de différents territoires pour pouvoir créer leur spectacle. Donc on s'est dit ce serait un bon moyen de travailler ensemble, de lancer ce première date de cycle de conférences sur l'enquête, avec une table ronde où on aurait plusieurs témoignages de l'enquête de terrain. Voilà, donc c'est ce qu'on vous propose ce soir. Tout à fait. Dominique Bertrand, le directeur du théâtre d'Aurillac. Bonsoir à tous et à toutes.
Effectivement, nous avons voulu initier, en tout cas, une grande envie de réfléchir à ce travail sur ce territoire. Vous savez que nous avons soutenu... On va peut-être s'asseoir, non? On sera peut-être mieux, non? Déjà, oui. Oui, c'est mieux. Nous avons... voilà, le théâtre a soutenu il y a 3-4 ans un spectacle à partir d'un roman qui s'appelait Leurs enfants après eux, un bouquin de Nicolas Mathieu, qui a eu une adaptation par la compagnie Demain dès l'aube. Et nous l'avons soutenu. Il parle, ce livre et cette pièce nous permettaient d'aborder la situation des adolescents dans une vallée sidérurgique de Lorraine, pays qui m'est cher puisque c'est mon pays de naissance. Mais par contre, j'ai un pays d'adoption maintenant qui est le Cantal. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut retrouver, et quelle différence il y a dans la situation des jeunes ici sur ce territoire? Est-ce que cette ruralité amène des destinations différentes ou pas? Donc j'ai vraiment eu envie de voir éclore ce projet-là. J'ai eu envie vraiment, par contre, j'y tenais beaucoup, que ça parte d'enquête de terrain. J'avais envie que ce soit vraiment une parole avec, mais pas sur. Et donc, c'est ce qui était donc très important. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer 3 belles compagnies, et un réalisateur qui avait fait un excellent travail, tous d'enquête, sur des territoires différents, mais qui nous permettaient d'explorer cette situation de la ruralité, de son devenir, les interrogations de nos jeunes qui vont faire ce territoire de demain, et de voir avec eux ce qui est possible, comment le rendre plus accueillant, comment le théâtre, lui, peut être un vecteur du mieux vivre ensemble en accompagnant cette recherche, avec le regard poétique des artistes. Alors, je ne sais pas si je développe tout de suite les artistes ou si on va les faire venir tranquillement. Oh. Mais voilà, la démarche était celle-là. J'avais vraiment envie de faire émerger cette parole-là, ce travail-là, et donner à voir, et puis vous aider, nous aider, s'entraider à construire le paysage de demain, notre territoire de demain et notre mieux vivre ensemble de demain. Oui, parce qu'il y a un engagement en fait des compagnies aussi sur les questionnements qu'ils abordent. Donc c'est ce qu'on va parler un petit peu avec tout ça. On va faire venir d'abord Coraline Leblanc de la compagnie Les Moitiés sont des tiers. Coralie Leblanc, Les Moitiés sont des tiers. Voilà, oui, vous pouvez applaudir. Elle le mérite, je vous assure. Nous aurons le bonheur d'accueillir son spectacle ce jeudi, avec le spectacle Faire parler la terre. Oui, alors dans le petit générique, effectivement, les voix que vous entendez en voix off sont des extraits d'entretiens que Coraline a menés dans différents territoires. La Meuse, les Vosges, la Marne et l'Alsace, c'est ça? Et donc, tu es parti à la rencontre de lycéens, alors qui étaient en pré-bac puis en post-bac, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi ils restaient sur le territoire, c'est ça, eux, ou ce qu'ils allaient faire ensuite? Oui, des jeunes qui sont dans les lycées agricoles, à Bar-le-Duc, dans la Meuse, et c'est parti de Bar-le-Duc, en fait, parce que moi j'ai grandi dans un petit village de la Meuse, dans une famille d'agriculteurs, et j'ai fait une grosse partie de ma scolarité à Bar-le-Duc. Et quand je me suis vraiment lancée dans ce projet Faire parler la terre, j'avais vraiment envie de l'écrire à partir de la parole de jeunes qui étaient au moment du choix de rester et partir dans le monde agricole. Et aussi, j'avais envie d'interviewer ma famille pour savoir pourquoi eux avaient choisi de faire ce métier, pourquoi eux étaient restés et pourquoi ceux qui étaient partis. Et donc, je voulais à la base rencontrer les jeunes en formation dans le BTS Axe. J'ai pas révisé. Analyse et stratégie. J'ai vu que tu l'avais. De l'entreprise agricole. Voilà.
Et donc, je voulais les rencontrer eux, les interviewer, les filmer. Je savais que j'avais envie de garder des traces de ces interviews parce que je pressentais que j'avais envie qu'on puisse entendre leur voix et voir leur visage dans le spectacle après. Et puis le professeur d'éducation socioculturelle de Bar-le-Duc m'a dit bon, on va faire plus grand, on va aller visiter un peu plus le Grand Est. Et du coup, il m'a mis en lien avec d'autres professeurs, donc en Alsace, dans les Vosges et dans la Marne. Et donc je me suis retrouvée finalement, enfin on s'est retrouvés avec Camille et Louise à rencontrer plus de 80 jeunes, dont une cinquantaine interviewés. Donc des heures et des heures d'entretien, des heures de discussion, et dans des formations qui ne sont pas que... Ouais, il y a un bac pro service aux personnes et aux territoires, le SAPAT. Il y a donc celui dont tu as parlé juste avant. Il y a aussi le BTS A en gestion forestière et le bac pro gestion des milieux naturels et de la faune. Donc on découvre aussi des formations dans la web-série parce que tous les entretiens sont accessibles en ligne sur le YouTube de la compagnie Les Moitiés sont des tiers. Et c'est vraiment... donc il y a un montage qui est fait qui permet d'avoir des échos entre chacune des différentes formations sur des questions que tu as posées à tous ces jeunes. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs visions de leur territoire, de leurs envies, de cette génération qui a des réponses diverses, qui est pas, ils ont tous des idées qui ne sont pas forcément attendues, et ça fait réfléchir aussi sur ce qu'ils veulent faire de leur avenir et des questionnements qu'ils ont pour les territoires dans lesquels ils sont. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment intéressant. Oui, moi je voulais rajouter un peu à l'image de ce professeur qui lui a dit, qui a conseillé à Coralie, étends-toi sur le Grand Est, va voir d'autres territoires. C'était aussi ma démarche, c'est-à-dire que je savais que j'avais une démarche de territoire vraiment avec Julie qui viendra tout à l'heure, et donc j'avais vraiment envie d'avoir un autre regard sur cette ruralité, pas forcément montagnarde du coup, mais par contre dans cette diagonale qu'on dit du vide, de ces territoires en déshérence, qu'on qualifie en déshérence, et de voir s'il y avait des similitudes, des différences, et comment les jeunes de ces deux territoires différents pouvaient vivre différemment, je me répète, mais différemment leur avenir. La Meuse est moins enclavée, on est à 3 heures, même pas 2, qu'est-ce que je dis, 2 heures de TGV pour Paris. Enfin voilà, il y a des notions qui sont différentes. Je voulais voir si comment ça pouvait impacter sur les adolescents de ces deux territoires. Justement, on va faire venir Julie Crantel de la compagnie Alter Ego X. Ah, j'avais travaillé cette introduction. T'as vu ça, c'est super. Voilà, Julie. Non, tu restes là. Bonsoir Julie. Bonsoir. Donc Julie, elle vient du territoire, elle vient du Cantal, mais elle n'y habite plus. Oui. Tu habites où? J'habite à Paris aujourd'hui. T'as vu, personne n'a fait ouh dans la salle. Ouh. Donc elle habite à Paris, Julie, et il y a une démarche qui est un peu similaire, en tout cas à celle de Coralie, c'est que vous avez aussi une histoire familiale en fait qui vous a poussé à vous interroger sur votre histoire à vous, vos parcours. Vous êtes parti de ce territoire-là, mais il y a un attachement qui reste fort. Et un attachement qui reste fort aussi à l'agriculture et à des métiers qui peuvent être liés au monde agricole. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus ? Alors, donc moi j'ai grandi dans le Cantal, toute ma famille est d'ici. Alors mes grands-parents étaient tous les 4 agriculteurs, mes parents n'ont pas repris la ferme. Voilà, moi. Qui l'a repris, pardon ? Qui l'a repris ? Non, personne n'a repris. Enfin, la sœur de mon père a continué quelques travaux dans la ferme, et puis mon grand-père, non, personne n'a repris. Et donc je suis partie. J'avais un désir très fort quand même de quitter le territoire assez jeune. Je suis partie quand j'avais 18 ans. Je reviens pour les vacances scolaires, pour voir ma famille. Et puis il y a eu ce désir très fort de faire un spectacle en fait sur qu'est-ce qui nous pousse, quelles sont les raisons qui nous poussent à partir si fort d'un territoire sur lequel on a grandi, même si on y est attaché. Comment est-ce qu'on grandit en milieu rural ? Est-ce que vraiment ça a un impact sur notre manière de grandir ?
Et mon désir premier avec ce spectacle, c'était aussi de venir rencontrer les gens. Je crois que la démarche, elle était là. C'était vraiment de venir rencontrer les gens, les questionner sur leur manière de grandir et de les mettre sur scène. Je ne savais pas comment encore au départ, mais j'avais envie de les mettre sur scène. Donc c'est pour ça que dans mon spectacle, il y a de la vidéo. D'ailleurs, la vidéo, alors justement, dans le générique, il y avait la voix off, c'était extrait de la web-série des Moitiés sont des tiers, mais les images ont été tournées pour Alter Ego X. Donc ça, voilà, on a fait un petit mix pour que soit représenté un peu ces deux compagnies. Et donc, tu as fait aussi des entretiens avec des personnes de tout âge. Oui. Tu es venu au lycée, nous à Saint-Géraud, on t'a croisé des fois à la manufacture, où tu faisais la résidence aussi. Mais tu as interviewé en fait plein de gens sur... Il y a un monsieur âgé là-dedans qui te dit aussi ce que c'était il y a quelques années de grandir dans le Cantal. Il y a des gens qui n'ont pas du tout grandi dans le Cantal et qui témoignent de avoir 18, 20 ans ici, qu'est-ce que ça fait donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ces ponts entre générations. Ouais. C'était important pour toi de l'avoir oui. Dans ton échantillonnage, tu as essayé Oui, complètement. En fait, on est venu tout le mois d'octobre 2022, déjà. On est venu tout le mois d'octobre 2022, donc avec un vidéaste qui fait de la vidéo documentaire qui s'appelle Julien. Et on est venus tous les deux. On savait qu'on avait envie de parler du territoire, du fait d'en partir, de rester, mais on ne savait pas encore ce qui allait vraiment se passer. Et du coup, on s'est dit, installons-nous sur le territoire pendant un mois et partons à la rencontre des gens. Donc, d'abord des gens avec qui j'avais grandi. Donc, ça pouvait être mes anciens professeurs d'école, l'ancien maire du village. Et puis aussi des gens qu'on a rencontrés, comme Pierre que j'ai vu qui est dans la salle ce soir, je ne sais pas où est-ce qu'il est, je ne le vois plus, il est là. Voilà. Donc on a fait aussi des rencontres qui nous ont permis de faire d'autres rencontres, des gens qu'on a croisés, des jeunes à la terrasse d'un bar qui nous ont demandé qu'est-ce que vous faites avec votre caméra, et puis qu'au final on a créé des liens assez forts avec eux. Des gens dans des collèges, des gens qui travaillent dans des supermarchés, des gens qui sont médecins. Enfin, voilà, ça a été vraiment assez divers comme échantillonnage. Ouais. J'aimerais qu'on fasse venir Thomas Pouget de la compagnie La Joie Errante. Alors, La Joie Errante, vas-y. Alors, je crois que tu es là parce qu'elle va te faire gronder sinon. Non, c'est bon. Mets-toi à côté de moi. Alors, merci. Thomas, c'est un peu différent. Bonsoir. C'est-à-dire que sur les deux premières présentations, ce sont des équipes que je souhaitais accompagner dans la création, ce qu'on appelle en production, en coproduction, en temps de résidence, voilà. Thomas, c'est différent. Un jour, je reçois sur mon écran d'ordinateur une proposition d'aller voir un spectacle au fin fond d'un tout petit village. Tu vas me rappeler le nom parce que moi, je ne l'ai pas mémorisé. Au fin fond de l'Aveyron. Et je suis allé là-bas en me disant, c'est mathématique, j'y vais voir. Donc je prends la voiture et puis je m'y dirige, je mets un temps un peu fou pour y arriver et ne pas me perdre. Et puis je rentre dans cette salle polyvalente et là j'assiste. Alors je ne vous cache pas que j'étais vraiment très dubitatif parce que l'agriculteur qui se suicide, j'ai déjà vu les Fils de la Terre et autres, c'est toujours des problématiques. Enfin, j'étais très craintif, je me demandais ce que j'allais découvrir, et là j'ai découvert un spectacle absolument magnifique, très positif, et avec une salle enthousiaste, des gens qui n'arrivaient plus à partir, des gens qui pleuraient, des gens qui riaient, des gens qui... Voilà, un moment très très fort, vraiment une très très belle rencontre, et j'ai dit, il faut absolument qu'on travaille ensemble, donc ils sont là, à toi. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Le village, c'était Sainte-Geneviève-sur-Argence. Voilà, vous connaissez ? C'est très beau, mais il y a de la bonne foi, exact. Pour expliquer un peu la compagnie La Joie Errante et ce qui amène aussi, je crois, à la présence aujourd'hui, c'est que nous, au sein de la compagnie, on a développé deux axes principaux. Il y a d'une part, comme beaucoup de compagnies, un axe création, où effectivement il y a ce spectacle sur l'agriculture,
qui s'appelle Vacarme. Et en même temps, on a un autre axe qui, lui, est plutôt ce qu'on appelle de l'action territoriale. C'est-à-dire que notre compagnie, elle est installée en Lozère. C'est un choix délibéré. Moi, je suis lozérien d'origine, fils de paysans et paysannes. Et je suis parti un peu faire mes études un peu partout en France. Mais j'avais ce désir de revenir pour faire en fait ce qu'on fait, mais dans le Cantal, en Lozère et dans tout plein de départements, pour faire ce qu'on appelle la décentralisation culturelle. En se disant que c'est pas parce que des fois on est dans des villes plus excentrées qu'on n'a pas le droit à avoir de la culture aussi exigeante et aussi populaire que dans les grandes villes. Et des fois, en fait, c'est plus populaire, des fois presque dans les petits villages, je dirais. Mais c'est un autre débat. Et de fait, Vacarme s'est créé en partie à partir de nos interviews anecdotes du milieu paysan, mais je voulais pas que ça soit mon histoire et celle des deux autres comédiens au plateau. Donc on est parti interviewer autant des agriculteurs, des agricultrices, des inséminateurs, des vétérinaires, des élus, des banquiers, des jeunes de lycée agricole. Au total, il y a eu à peu près 150 témoignages. Et cette matière-là, on l'a donnée à un auteur qui s'appelle François Perrache, qui lui écrivait beaucoup pour la radio, en fait, pour France Inter et France Culture. C'était sa première pièce de théâtre. Et on lui a fixé plusieurs objectifs. Le premier, c'était à la fois que ça puisse parler aux campagnards, pour qu'il y ait une représentation de ce qui se passe, et pour en tout cas rendre visible une certaine complexité du monde paysan. On sait que ce n'est pas binaire, ce n'est pas manichéen, c'est complexe. Et d'autre part, on voulait que les citadins puissent être informés de ce qui se passe. Et je crois que ce qui a déjà été dit, c'est à la fois montrer ce qui se passe, mais c'est aussi inviter à mieux voir, c'est-à-dire changer des fois juste sa perception des choses. Et on a des spectateurs et spectatrices qui sont sortis en disant je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, en fait, vis-à-vis des paysans. Pour nous, est chouette, quoi. Il y a un dialogue possible. Voilà à peu près. Très bien. On va faire venir Laurie Guin de la compagnie Maintenant ou Jamais. Oui. Bonsoir Laurie, allez viens, on va. J'en profite juste pour rappeler, avant Laurie, s'il te plaît, ce que j'ai oublié, Alter Ego X, les dates des spectacles, ce sera le 5 mars prochain à 20h30. Bien travaillé. Et 2 jours après, on aura la compagnie La Joie Errante qui sera à Aurillac aussi. Voilà. Pour Laurie Guin, donc Laurie Guin... pour la compagnie Maintenant ou Jamais. Laurie Guin donc, a écrit le texte suturé qui sera joué dans la saison prochaine 2024-2025 au théâtre. C'est un texte qui est fort aussi et qui est né d'un travail de longue haleine, de recherche, puisque Laurie Guin est docteur. Elle a fait toute une thèse sur les théâtres militants et en interrogeant depuis les années 70 ce théâtre dans les campagnes. Et donc ça répond aussi en écho avec ce que vient de dire Thomas Pouget, avec ce rôle important, ces actions qui sont menées pour faire voir des réalités et les partager pour éviter qu'il y ait des mondes qui soient séparés les uns des autres, et puis empêcher peut-être qu'il y ait des invisibilisés, comme on aime bien dire aussi de temps en temps en politique. Voilà. Et donc revoir ce vocabulaire, travailler tout ça. Donc Laurie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton spectacle ? Merci. Bonsoir. Oui, voilà. Donc, comme tu l'as dit, j'ai un peu cette double casquette où j'ai fait des recherches. Enfin voilà, je fais une thèse et à côté, j'ai toujours écrit pour le théâtre. Et donc, j'ai rencontré il y a 2 ans et demi, Marion qui devait être là et qui est pas là parce que le spectacle est créé dans 3 jours, donc elle pouvait pas venir, quoi. Et Marion qui m'avait contactée parce qu'elle avait entendu parler de mon travail. De thèse où voilà, j'ai fait beaucoup, alors du coup pour le coup vraiment de l'enquête de terrain, plus pour la thèse que finalement pour la création théâtrale, où pendant 3 ans j'ai travaillé sur la question justement de ce théâtre qui va se faire en réponse ou en soutien avec les luttes rurales
Du coup, j'ai traversé tout, voilà, le Larzac, la grève du lait. Et tu as interviewé Thomas dans ce cadre-là? Exactement. Ouais, Thomas, on s'est rencontrés pendant ma thèse, du coup. Voilà. Et en fait, on a bossé ensemble sur un spectacle par la suite. Donc voilà, j'avais fait beaucoup d'entretiens dans des échanges hyper informels avec des agricultrices, avec des ouvriers, des veuves et des enfants d'ouvriers, parce que moi je viens d'un milieu ouvrier en Ardèche, informel, et après j'avais rencontré plein d'artistes qui bossaient sur ces questions-là, et j'avais fait plein d'entretiens, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marion, qui du coup m'a passé la commande du texte suturé, comme des points de suture, et qui m'a dit qu'elle voulait interroger la question d'être transfuge de classe, donc vraiment questionner, vraiment encore une fois, cette idée de rester ou partir, mais à travers une fiction, quoi. Elle voulait vraiment qu'on parte sur une fiction, donc pour le coup, pas de témoignage, pas d'aspect documentaire dans ce qu'on a fait, c'est une histoire, quoi. J'ai inventé une histoire avec des personnages centrés sur... c'est une bande d'ados, et principalement des filles, et on suit un peu leur parcours de leurs 15 à leurs 25 ans, donc 15 ans quand qu'elles zonent, quoi, sur le territoire, qu'elles sont là, et à 25 ans il y en a une qui est partie et l'autre qui est restée, et on avait vraiment envie de montrer voilà, ces parcours-là avec toute la complexité qu'il peut y avoir au fait de rester et au fait de partir. Marion et moi, nous on est partis, quoi, pour le coup. Moi, c'était une question quasiment de... c'était nécessaire, quoi, que je m'en aille de là où j'ai grandi. Marion aussi. Et on avait vraiment envie d'interroger ça. Et oui, et après, il y avait cette toile de fond de la question d'être transfuge, en tout cas culturel, quand tu quittes un milieu. Et qu'est-ce que tu fais dans ton nouveau milieu? Où est-ce que tu es intruse, finalement? Enfin, c'est toutes ces questions-là. Transfuge aussi, c'est une question dans le milieu artistique. Quand on vient d'une ruralité, est-ce qu'on se fait accepter aussi facilement dans certains théâtres, certaines communautés, que ce soit lyonnaises, parisiennes, toulousaines, etc. Est-ce que c'est facile ou pas? Dans ce sens-là. Joker. C'est un silence joker ou c'est un silence... Non. Moi, je dis c'est pas facile. Ouais. Je dirais que c'est pas facile, et en même temps, j'ai l'impression qu'on se souvient plus facilement de nous, parce que c'est des parcours qui sont assez atypiques. Et de fait, moi, je sais que dans mon parcours, ça a été marquant de c'est un fils de paysan, a priori culture et agriculture. Je dis bien a priori dialogue assez peu, alors qu'en fait, on a quand même énormément de choses en commun. Et de fait, ouais, je pense que ça. On n'est pas très nombreux, je crois, en étant monde ouvrier, paysan, monde paysan, effectivement, c'est pas forcément les univers qui sont... peut-être pas, peut-être ça change aussi, mais... C'est un élément Coralie, que nous avons... Moi, je me souviens quand je suis rentrée, parce que moi, je suis comédienne de formation. C'est mon métier, quoi, principal. Quand je suis rentrée au conservatoire à Nancy, j'avais l'impression, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, je connais aucun de tous les auteurs qui sont cités, et j'ai du boulot. Faut que je rattrape le retard. Et puis, au bout d'un moment, on se lance, on y va, et puis on se dit bon, de toute façon, je resterai toujours la comédienne qui sait conduire un tracteur, et puis voilà. Oui, je voulais juste dire que nous avons déjà réinterrogé au mois d'octobre avec le spectacle Ma Distinction. Je ne sais pas si beaucoup de monde ici ont pu assister à cette représentation, avec Wally qui réinterrogeait cette dimension-là. Il était issu du milieu ouvrier de Viviers, qui est donc à Decazeville, il y a 40 km d'ici, et qui réinterrogeait justement sa place. Et le Covid l'a amené à vraiment se réinterroger, puisqu'il est revenu se réinstaller sur son territoire. Et voilà, il s'est beaucoup posé de questions de quelle légitimité il avait à être artiste et à être parisien, et quel regard, le regard condescendant qu'il avait posé sur sa famille, sur ses amis à une époque, pour pouvoir partir aussi. Oui, ça, ces mondes-là, ils sont intéressants. Je voulais aussi citer 2 bouquins. Vraiment, ce que tu viens de dire, ça m'a vraiment fait penser à les filles du coin, de ce coin, voilà, de Yael Amsalem. Je vous recommande vraiment cette lecture si vous voulez. La place de la femme dans les différents territoires de ruralité. Ça réinterroge vraiment comment on peut évoluer, quel regard on peut ou ne pas s'autoriser à évoluer. C'était un peu la discussion que nous avons eue hier soir,
nous étions hier soir assez tard encore dans une table ronde sur le même sujet, comment les adolescents peuvent s'autoriser à se dire ces études longues, partir, aller à Paris, ça m'est autorisé, je dois pouvoir le faire. Et là, j'espère que Jean-Thomas, qui on va appeler tout à l'heure, pourra nous parler de cette association qui défend cette idée et ce soutien aux jeunes et particulièrement aux jeunes femmes sur ce parcours. Non, mais c'est une bonne transition, on va les faire venir tout de suite. Pauline Maucor de France Culture, Jean-Thomas Ceccaldi, réalisateur du film documentaire Ici tout est loin, et Yassaman Kagei, maître de conférence à Clermont-Ferrand. On vous demande de venir sur le plateau, de nous rejoindre, vous asseoir. Alors effectivement, hier soir à Saint-Flour, il y avait une projection du documentaire de Jean-François Ceccaldi, Jean-Thomas Ceccaldi. Et donc Coralie, tu as pu aussi y assister, je crois. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous parles, Jean-Thomas, de ce documentaire qui, lui, se passe encore dans un autre territoire, puisqu'on a eu donc les 4 départements dont tu nous as parlé. On a le Cantal, on a la Lozère, notamment. Et là, on a, ça se passe dans l'Allier. Ouais. Bonsoir. Ça se passe dans l'Allier. Ça aurait pu se passer ici parce que l'association Chemin d'Avenir, dont je ne fais pas partie, mais dont le film illustre en partie le travail, opère un petit peu partout en France, y compris à Clermont, à Riom et dans. Moi, dans ma pratique documentaire, je suis taraudé par pas mal de choses qui ont à voir avec beaucoup de mots que j'ai entendus déjà, qui sont l'invisibilité, qui sont les histoires de parcours, de transfuges de classe, des gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et globalement, d'où on vient conditionne, pour le pire ou pour le meilleur, où on va... sans faire de Bourdieu à la petite semaine. À la lumière de ça, j'ai rencontré Salomé Berlioux, qui est donc la fondatrice de cette association, qui, je vais essayer de bien le dire, parce que le film ne parle pas que de l'assaut, mais qui veut offrir s'interroge sur les orientations des jeunes au moment plus ou moins de la 3e et de la terminale, des jeunes des territoires ruraux, isolés, et en essayant de voir, pas forcément, il n'y a pas d'injonction à la mobilité, mais en tout cas, à essayer d'ouvrir les choix, à les mettre en contact avec des choses que peut-être, et des gens et des professions, avec des horizons que peut-être ils ne connaissent pas. Ce qui ne veut pas dire que forcément ils vont aller tous, comme elle le dit dans le film, tous à Paris ou dans les grandes métropoles, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée d'ouvrir, alors je vais dire une expression qui est, comme beaucoup galvaudée, le champ des possibles. Il y a beaucoup de mots que j'ai du mal à utiliser, malheureusement, aujourd'hui. Pour des mauvaises raisons, voilà, donc c'est à peu près ça. Et donc l'idée, donc ça se passe dans l'Allier, qui est à peu près au centre géographique de la France, dans un petit village qui s'appelle Lurcy-Lévis, et qui suit la vie de quelques jeunes qui sont en 3e, un petit peu plus âgé, et Lurcy-Lévis est le village où a grandi Salomé, donc parcours de je m'en vais, je reviens, m'occuper, c'est pas le mot, mais agir en faveur des jeunes avec qui du territoire dont je suis originaire. Et voilà, donc c'est un effet miroir entre son portrait à elle, ces jeunes qui sont là tout autour dans un territoire où ici tout est loin, comme le dit le film, et son engagement à elle dans l'association qui à l'époque, et au moment où j'ai filmé, est tout au début et qui depuis a grandi. Voilà. L'association se nomme Chemin d'Avenir. Donc ça, c'est important aussi parce que voilà, elle est dans l'Allier, mais aussi dans d'autres... Elle agit sur d'autres départements ? Oui. En fait, la porte d'entrée passe par une action avec les académies, les rectorats.
Donc ils ont commencé par Clermont-Ferrand, par ici, et puis ça a essaimé un petit peu partout. Je vais dire des bêtises, mais ça se trouve, mais ils sont dans le nord, ils sont en Normandie. Je sais qu'ils sont aussi dans l'est, et ça a vocation à essaimer un petit peu partout. Quelque chose que j'ai oublié qui est important quand il parle de mettre en contact avec d'autres horizons, il y a un système de tutorat. Tutorat, on dit, ouais. C'est-à-dire de mettre en contact des jeunes tiens, j'ai envie d'être photographe, j'ai envie d'être avocat, j'en ai pas autour de moi. Il y a une telle à l'autre bout de la France, on se parle. Alors après, il y a eu la dimension Covid qui n'a pas arrangé les choses, mais c'est un des ressorts de l'association. Et ils sont pas partout, mais ils se développent peu à peu partout sur le territoire. Vraiment, et c'est vraiment ce qu'on a entendu hier soir, c'est donner de la confiance. Des ados, il y avait un ado qui a pris la parole en disant « Ah, si j'avais eu ça, moi, à Saint-Flour, ça serait génial, parce que j'aurais certainement posé un autre regard sur mon avenir, parce qu'on m'aurait donné confiance en moi. » C'était une parole vraiment très forte hier soir. On va commencer par écouter pour continuer la discussion, quelques extraits de la série documentaire de LSD qu'on peut avoir sur France Culture, que Pauline Maucor donc a réalisé. Il y a 4 épisodes. Là, on a pris quelques petits extraits. Et le but de ces extraits, qui durent une trentaine de secondes, c'est de commenter, de voir un peu vos réactions à ce que vous entendez les uns les autres. Si c'est des choses que vous avez pu entendre. Alors, le premier qui intervient, c'est un jeune homme. Alors, j'ai pas moi son prénom, mais Pauline pourra nous le donner, peut-être, si tu le reconnais, qui parle du... Bon, on va l'écouter, vous allez voir. Premier extrait, s'il te plaît. On n'est pas né pour rien foutre, quoi. Enfin, moi, ça m'énerve, les gens qui foutent rien. Parce que ça peut paraître bizarre, mais on est né, il faut tous qu'on donne chacun de soi-même pour apporter un peu dans le monde, quoi. Et donc, pour moi, c'est important de bosser et pas rester à rien faire, parce que si on reste à rien faire, on n'apprend rien, enfin, on sert à rien, quoi. Une réaction ? J'ai déjà fait une réaction. Oui, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans nos entretiens. Et la valeur travail, je dirais qu'elle est quand même très importante sur le territoire. Ouais, vraiment. Et je dirais que c'est aussi quelque chose qu'on m'a transmis très fort, que la vie, c'était travailler dur. Et ouais, enfin voilà. Il y a notamment Marie-Hélène Lafont dans le dernier épisode qui parle du fait que elle, fille aussi de paysan, quand elle est montée à Paris, s'il y a une chose qui a fait qu'elle a réussi aussi dans ses études, c'est parce qu'elle disait faut pas lâcher, et puis qu'elle avait l'habitude d'être au travail depuis toute petite et toute la journée, quoi, sur des longs moments. Et donc ce sont des valeurs, mais c'est aussi des valeurs qui sont presque politiques à un moment donné, puisque dans les épisodes, on entend que c'est un moyen de se détacher de ce que pourraient être les jeunes des banlieues notamment, etc. Est-ce que ça, vous l'avez senti quand vous discutez aussi avec certains jeunes peut-être en milieu rural qui se mettent à distance ou qui ont l'impression d'être mises à distance des villes et des banlieues? Non, ça peut être des réponses courtes, mais ça peut être Pauline aussi. Moi, j'ai la réponse parce que j'ai fait le documentaire. Donc, effectivement, ces valeurs travaillent là dans les paroles de Louis. Il s'en cache pas. Il associe ça... C'est une façon, effectivement, de se distinguer de ceux qui foutent rien, des chômeurs qui touchent les aides sociales. Et donc, il y a un glissement très rapide qui est fait pour lui. En tout cas, lui, il le fait très rapidement vers des valeurs du Rassemblement national. Voilà. Mais ça m'intéresserait de savoir, oui, parce qu'en fait, la valeur travail, c'est une valeur qui est belle. Elle a été récupérée politiquement, elle est récupérée politiquement, mais du coup, j'aimerais bien savoir, vous, les personnes avec qui vous avez échangé, s'ils font ce glissement-là ou si c'est propre
à Lyon. Oui, c'était dans Lyon. Sur l'ensemble des témoignages, ce glissement, alors vraiment pour nous, enfin, les témoignages, on les a menés sur plusieurs départements. Il y avait à la fois Lozère, Aveyron, Haute-Loire, Cantal, on a fait aussi un peu. On n'a pas senti ce glissement, évidemment que c'est prégnant, évidemment qu'il y a des idées politiques, etc. Mais cette valeur travail, je crois qu'elle vient aussi parce que c'est un métier qui demande de ne pas compter ses heures, parce que je parle particulièrement du milieu paysan, mais c'est valable à tout plein de milieux, je pense, en campagne. Je crois qu'on a été élevé avec cette chose-là, qui nous a quand même, je crois, bien servi, puisqu'il y a quand même des points communs, encore je le disais, avec les artistes, mais ce sont des métiers passion, en fait. Donc, c'est vrai qu'on aime ce qu'on fait, c'est vrai qu'on ne compte pas nos heures, mais ça demande une certaine forme de résilience dans ces milieux-là, je crois. Mais je n'ai pas senti, moi, un tel glissement de raccourci presque. À aucun moment, les personnes avec qui tu as échangé ont utilisé cette valeur pour se distinguer et rejeter d'autres. J'ai pas senti l'opposition, en fait. J'ai senti, oui, nous, c'est vrai qu'on travaille, on compte pas nos heures et on part pas en vacances, mais j'ai pas senti ça avec une opposition par rapport aux villes ou par rapport aux banlieues ou par rapport aux périurbains. D'accord. Moi, en tout cas, mais moi, tant mieux, non, mais tant mieux. Ça veut si on dire... parle de passion dans l'extrait 2, Justin. Qui ont du mal, des exploitations qui ont du mal. Il y en a certains, ils se dégagent même pas de salaire. Et moi, je trouve ça dégueulasse qu'il n'y ait même pas des aides pour eux. Parce que ils vont travailler certains dans les élevages, ils vont travailler presque 80 heures par semaine. Ils vont tout donner par passion et ils vont même pas être récompensés pour ça. J'ai appris il y a un peu moins d'un mois qu'il y avait un agriculteur pas loin de chez moi qui s'est suicidé. Donc moi, je trouve ça con. Alors le suicide, c'est effectivement un des sujets traités par le spectacle Vacarme. Est-ce que alors c'est un sujet qui est automatiquement difficile. Quelle a été la manière de le traiter? Comment on transforme en fait cette réalité pour que ça devienne un spectacle qui puisse être... Alors parce que tout à l'heure, Dominique disait que ça restait positif. Pas le suicide. Mais j'ai le traitement. Donc comment on fait pour... Voilà. Le suicide, c'est un tabou. Pour le milieu paysan, encore une fois, mais je pense que le milieu paysan est particulièrement, je crois, intéressant parce qu'il cristallise à lui seul ce qui se passe dans plein d'autres métiers. Dans nos témoignages, souvent, les gens commençaient en disant « Je ne sais pas si ça va bien vous être utile ce que je vais vous raconter ». Souvent, il y a une heure et demie de monologue en disant « Je ne sais pas si c'est très intéressant ». Alors qu'il y a tout, mais il y a absolument tout. Moi, je me souviens qu'on avait... J'aime beaucoup la sémantique, la prosodie, savoir comment agencer les questions pour essayer de voir, etc. Ils ont tout fait voler en éclats. Tout. Donc, au bout d'un moment, c'est une heure et demie de monologue où on a des grands bonheurs, des petits malheurs, des drames, 15 secondes où ils évoquent le suicide, mais très vite, les larmes montent. Donc, c'est bon, nous, on va continuer. Hein. Et en fait, c'est ce silence-là qui en dit des fois plus long que les paroles. Nous, la façon qu'on a eu de la traiter, c'est de se dire, puisque c'est un tabou, posons les choses dès le début, en disant, on ne sait pas si, sans trop divulgacher le spectacle, mais on pose le postulat dès le début en disant, on ne sait pas si le personnage il se suicide ou pas, et c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui nous apparaît intéressant, c'est de comprendre les mécanismes, les pourquoi et les comment. Mais la situation en elle-même sur le suicide, on est d'accord que ça joue sur une corde affective. Ça nous émeut beaucoup, on est touché, on est désolé. Mais à aucun moment donné, quand les chaînes de télévision en parlent, à aucun moment elles questionnent le pourquoi et le comment. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand un agriculteur balance un œuf sur la tête d'un ministre, on ne pose pas la question du comment, on ne pose pas la question du pourquoi. Ce qu'on regarde, c'est l'acte en lui-même. Mais derrière cet acte-là, il y a quand même des motivations, il y a quand même des histoires, des hommes, des femmes. On ne peut pas balayer d'un revers de main cette chose-là. Donc l'évoquer, oui, et nous, pendant le spectacle,
on parle notamment de ces mécanismes-là qui agissent sur l'émotion. Mais il y a des gens qui ont théorisé ça très très bien, notamment sur le fait que l'émotion tue la réflexion, sans opposer l'un et l'autre, mais c'est bien signe que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc je crois que c'est juste aussi, c'est ce qu'on fait pendant le spectacle, on dit vous voulez de l'émotion? Pas de problème. On va vous donner de l'émotion le temps de 2 minutes, vous allez voir comment ça fonctionne. Une fois qu'il y a ça, le théâtre permet d'avoir un contre-pied tout de suite en disant voilà comment ça agit comme mécanisme. L'émotion et une réflexion aussi importante, puisqu'il y a un engagement à chaque fois. Donc on est aussi dans un théâtre qui veut faire sens. C'est important, en fait, je crois, pour... si je ne me trompe pas, même aussi dans la réalisation du documentaire, on est sur une émotion, mais l'émotion, elle doit rester prégnante dans les retours, notamment que tu as reçus. Il y a eu des retours très, très, très forts de gens qui se sont retrouvés. Beaucoup de gens qui ont dit, mais c'est ma vie, ouais, c'est ma vie. Ça revient assez régulièrement. Vous avez ces retours-là pour se contester encore leur spectacle ou pas ? Oui, enfin, nous on a créé le spectacle le 7 novembre dernier, donc on a joué très peu, mais il y avait effectivement ces retours-là de se dire, il y a dans ce spectacle plein parmi nous qui ont des bribes de vie là-dedans. Le spectacle Faire parler la Terre, il raconte c'est parce que j'en ai pas trop parlé, mais c'est une fiction qui est écrite à partir de tous ces témoignages et un peu de ma vie aussi. Qui raconte l'histoire d'une fratrie qui a décidé de ne pas reprendre la ferme familiale et du coup ils se retrouvent pour vider la grange pour laisser la place au futur repreneur qui est un hors cadre, parce que comme ça qu'on les appelle. Et du coup ils doivent dire adieu à cet endroit et Anna, la plus jeune, décide de filmer et d'interviewer sa famille pour pouvoir leur offrir un cadeau d'adieu, une trace, garder une trace de cet endroit où ils ont grandi tous ensemble, et donc de leur offrir ce film sur cette dernière semaine qu'ils ont passée ensemble. Donc j'avais envie de parler de comment on fait pour partir dans ce monde-là aussi, de ce monde-là, quand il y a tout le poids de l'héritage, quand en fait la question du choix, elle se pose pas seulement il y a une espèce de culpabilité de partir, la peur de trahir, la peur que tout disparaisse. Et voilà, moi j'avais vraiment envie de parler aussi de comment ça se passe dans ces familles-là, de ce qu'on se dit, ce qu'on ose se dire, ce qu'on n'ose pas se dire. Le moment où en fait il y a tellement de silence qu'il faut que ça pète pour pouvoir partir et pour pouvoir en fait se dire ok, en fait j'ai tenu jusqu'ici, j'étais le dernier ou la dernière, mais là en fait je peux pas porter tout ça. Et j'ai besoin de partir. Et là, c'est radical. Voilà, j'avais besoin aussi d'exprimer ça et de dire aussi aux gens je sais pas, la difficulté qu'en fait, ils sont pas seuls à être confrontés à ce truc-là, de se dire ah mince, je pars, je reste, je laisse tout ça, et qu'en fait, voilà, ils sont pas tout seuls à se poser la question et à se mordre les doigts peut-être après de pas l'avoir fait. En tout cas. On parlait tout à l'heure de passion, que c'était un métier passion, tout ça. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui, en fait, ne se posent même pas la question de s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. En fait, quand on leur demande quels sont leurs rêves, ça, c'était la question qu'on leur a beaucoup posée. Et en fait, la réponse était souvent reprendre l'exploitation familiale, et puis peut-être de l'agrandir un petit peu. Puis c'est tout. Des rêves, c'est vague, quoi, comme question. Je sais pas. Voilà. Ouais. Et ça, l'association justement dont tu parles dans ton film, c'est le but, c'est de leur apprendre aussi qu'ils ont le droit de faire des choix, mais en connaissance. Mais il faut connaître, en fait, savoir pour faire un choix, il faut savoir les possibles qu'on a. Parce que peut-être si on nous a toujours dit, si ce n'était pas une question de continuer l'affaire familiale ou de rester sur le territoire, on va peut-être pas, ça devient quelque chose on faut assumer le fait de partir, alors que dans certaines familles, si on en discute, ça devient quelque chose de possible. Donc on se culpabilise peut-être moins, ou ça fait partie ou pas des questions que l'association aussi traite dans l'orientation. Ouais.
C'est compliqué parce que je pense que, moi je ne suis pas à l'assaut, hein, mais l'écueil, ça serait justement de tomber dans cette espèce d'injonction à la mobilité et que, en gros, si tu as ce... Non, mais je pense qu'ils sont suffisamment malins et, par rapport à ça pour pas... la personne qui tiendrait ce discours-là, c'est pas bien, et la personne qui est super mobile, c'est bien. Donc c'est un sujet un peu complexe parce que parmi les jeunes que j'ai filmés, qui étaient à l'époque en troisième, il y a 3-4 ans, et dont j'ai toujours des nouvelles, un certain nombre d'entre eux sont à lycée agricole, très contents d'y être, vont reprendre des exploitations, et pour autant ils ont été suivis par l'association, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc c'est vrai que c'est des sujets un peu casse-gueule. Je ne sais pas comment dire. Donc effectivement, c'est bien d'avoir le choix et d'avoir une ouverture sur d'autres choses, mais il n'y a pas d'injonction derrière ça. C'est plus, je ne sais pas comment dire, moi il y a quelque chose qui m'a touché, c'est tout à l'heure quand tu disais, je te tutoie, pardon, hein, les gens qui parlent au début, ouais, ça ne va pas vous intéresser. Moi ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est le cœur sur ce sujet comme sur d'autres. C'est quelque chose qu'on croit, enfin que moi je croise tout le temps. Ça commence par ça va pas vous intéresser, puis à la fin c'est cool, merci d'être venu nous voir. Vous pensez ça va intéresser les gens, mais c'est l'avis de la majorité de la population, ce qu'on est en train de raconter là. Et il y a une torsion médiatique qui fait que ce qu'on voit de spectaculaire, alors on parlait de suicide, mais bon bref, on va pas ouvrir le... c'est une toute petite partie qui est émise depuis Paris, sans faire de poujadisme à la petite semaine, mais c'est très très étrange de se retrouver en permanence sur cette thématique-là, comme sur d'autres, face à des gens qui ont l'impression que leur vie n'est ni vue ni intéressante, alors que c'est la vie de la majorité de la population. Et pour moi, tout à l'heure on parlait du Rassemblement national, je ne vais pas faire le cœur du truc, il est là, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que, et quand tu parlais de faire... avec et pas sur, c'est presque que ça émerge de là. Évidemment, c'est pas facile parce que ceux qui ont le micro et la caméra n'ont pas envie de laisser la place, mais le cœur du truc, de mon point de vue, il est là, quoi. Je trouve toujours fascinant que les gens soient étonnés qu'on s'intéresse à eux, alors que c'est juste la vie de la majorité. Enfin, on vient tous de là à 1, 2, 3 générations. Enfin, ça me bouleverse toujours d'entendre ça, moi. On peut mettre le son numéro 3, s'il te plaît. Les gens de la ville, en fait, on a une barrière entre la ville et la campagne. Parce que souvent, les gens de la ville, ils restent à la ville. Souvent, ils restent enfermés dans leur ville. Comme nous, on peut rester enfermés à la campagne. Et du coup, il y a un gros manque d'informations. Et certains, ceux qui veulent nous critiquer, faut qu'ils s'informent sur des vraies sources. Et après, ils pourront avoir un meilleur jugement et essayer de nous comprendre. Oui, mais en fait, je ne veux pas monopoliser c'est vraiment une question d'accès à la... Enfin, c'est ça, je n'ai pas la réponse, mais clairement, c'est un truc de prise de parole. Enfin, c'est... Alors comment, je ne sais pas, allez-y, foncez dans le tas, prenez-la. Ça a concerné d'autres populations et d'autres thématiques, mais effectivement, il faut être vu, il faut parler, il faut exister, il faut être représenté. Enfin, c'est un truc de hip-hop presque, il faut être représenté, il faut represent, ouais, voilà. Et puis j'ai le sentiment que ça joue aussi beaucoup, enfin, j'ai l'impression qu'on oppose sans arrêt ville et campagne, mais enfin, je veux dire, les campagnes ont, je crois, de temps en temps pour des jeunes, ont beaucoup de stéréotypes sur les villes, et les villes en ont beaucoup sur la campagne. J'ai l'impression que notre travail d'artiste ou d'artisan, il est aussi de pouvoir déjouer ces stéréotypes-là et de pousser à juste plus d'empathie, en fait, je crois, plus de compréhension de comment est-ce que ça agit sur les territoires. Mais c'est de la discussion, c'est encore une fois de l'empathie, de comprenons-nous. Et on a joué, pour faire rapide, on a joué à Paris, nous, le spectacle sur... Vacarme, donc à Paris, aux Têtes de Belleville. Et il y a des gens qui sont venus qui n'étaient pas du tout du milieu paysan. Alors certains sortent en disant « Ok, maintenant on peut faire quoi ?» Et nous, on est bien là pour poser des questions, mais les réponses, je crois que c'est à vous quand même maintenant de les avoir. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout du milieu qui disent « Mais on ne savait pas du tout, enfin, on n'a jamais entendu parler de ça, et comment ça se fait ?»
Il faut déjà écouter les histoires pour pouvoir faire des liens et entendre ce qu'on a envie de nous dire pour imaginer qu'on puisse être proches en fait les uns des autres. Yasaman KGI, j'aimerais bien aussi que vous nous expliquiez, puisque vous travaillez sur différentes... vous avez travaillé sur le théâtre iranien notamment, donc on est sur une autre culture, et donc cette question de tout à coup rendre lisible, visible des cultures différentes, en fait c'est des questions qu'on peut avoir, ruralité, ville, on met des barrières des fois là où on n'a pas forcément besoin d'en mettre s'il y a une mise en scène, une histoire, et qu'on invite les gens à venir écouter ce qu'on a à leur montrer. Bonsoir. Bon, je vais peut-être pas parler forcément de mes activités artistiques et de recherche, puisque voilà, je co-dirige aussi une compagnie de théâtre à Téhéran. Bon, c'est pas évident de faire les co-créations entre l'Iran, la France et l'Europe. Ça, c'est notre sujet, mais j'aimerais intervenir par rapport à ce que j'entends. Moi, j'ai grandi à Téhéran, dans une ville de 12-13 millions d'habitants, avec les autoroutes de 3-4 étages au centre-ville. Et en fait, c'était en France ça, vous allez rigoler, mais c'est pas une caricature, c'est de la vérité. Parce qu'à 22-23 ans, en France, j'ai découvert qu'une tomate pousse sur un pied et que j'ai découvert la joie de l'odeur de pied de tomate et que j'ai vu que le lait, effectivement, vient de la vache et pas de supermarché. Donc, avec, en fait... ce passé, je me retrouve en France. Déjà, les gens qui m'ont dit que bon, je viens d'Iran, peut-être un milieu traditionnel. Je dis, non, en fait, j'ai touché un cheval pour la première fois dans ma vie en France. Et effectivement, depuis que j'habite à Clermont-Ferrand, là, maintenant ça fait 7 ans, j'ai eu la chance de voyager dans ce milieu rural. J'ai rencontré beaucoup d'amis. J'ai interrogé beaucoup de paysans parce que pour moi, c'était égal aux extraterrestres, quoi. Les gens qui sont avec leurs vaches, qui ne bougent pas, parce qu'effectivement, une vache ne comprend pas que c'est les vacances, qu'il faut arrêter de produire du lait. Pour moi, naïvement, j'ai découvert un monde qui, dans ma tête, comme vous dites, n'existait pas. Et donc, aujourd'hui, je suis face aux étudiants en art du spectacle à Clermont-Ferrand, et une grande partie sont issus de ce milieu. Et c'est très, très intéressant, notre échelle de compréhension du monde sur la question de grandes villes. Parfois, mes étudiants me disent, mais madame, vous savez, les grandes villes, ça nous fait vraiment peur. J'ai dit, ah, vous parlez de Paris? Ah non, Clermont-Ferrand. Et donc, à chaque fois, j'explique, en fait, on ne parle pas exactement de la même chose. Et j'ai découvert que ce décalage, à quel point c'est important, et ce que vous faites, comment c'est intéressant dans une démarche médiative, effectivement, de dépasser les limites, les frontières, que ça soit entre l'Iran, la France, la ville, la campagne. Moi, je trouve que le problème, effectivement, de notre monde, que ça soit sur le niveau de la politique, etc., c'est l'incompréhension de l'autre. Et avec ce type de travail, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et moi, je découvre petit à petit, effectivement, cette comment dirais-je, de panorama, en fait, de milieu de vie, de rapport avec le travail, avec la nature. Et dans le cadre de mes ateliers au service Université Culture, où je mène des ateliers pratiques, je travaille beaucoup avec les objets. Et je demande aux étudiantes et étudiants de ramener un objet avec une histoire. Et souvent, ce qui se passe, les étudiants qui viennent de milieu rural me disent, en fait, moi, j'ai pas beaucoup d'histoire, j'ai pas beaucoup d'objets, ça, c'est pas intéressant. C'est exactement ça ce que j'entends. Et il vient avec un chapeau de paille, une petite cloche, etc. Et on découvre qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, et que comment l'imaginaire se forme dans les milieux divers et variés, et comment on n'a pas de connaissance de l'autre, alors qu'on peut, à l'échelle de Clermont-Ferrand, on peut vivre à 80 km, et que le paysage, l'imaginaire, la compréhension de l'autre se modifie énormément. Et moi, je vois le pouvoir salvateur du théâtre, en parlant, en discutant, en permettant la création d'un lieu de discussion comme ce que vous faites, ce que vous racontez avec votre spectacle à Paris. Et je suis aussi confrontée à
à cette histoire de dire est-ce que j'ai le droit de faire des arts du spectacle, aller au théâtre des grandes villes. Et donc cette année, j'ai dit ça y est, je prends cette décision. C'est pas évident de ramener les étudiants à Lyon pour voir un opéra. Bon, c'était partir à 15h, revenir à 3h du matin, être abandonné. Et j'ai aussi j'ai pu obtenir un financement pour amener justement les étudiants à Paris pendant 3 jours pour aller à l'Odéon, pour aller à la Villette et dire bon, n'ayez pas peur, venez avec moi. Et puis après, vous pouvez décider, vous avez le droit aussi de fréquenter ce genre de lieu, quelque chose qui n'est pas par défaut votre milieu de vie. Donc effectivement, ces témoignages me parlent énormément, surtout vis-à-vis de mes étudiants. Le droit de fréquenter certains lieux, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Je vais mettre le petit... Je sais pas quel... Il est quel heure ? Faites attention. Ouais, ça va. Le numéro 5, s'il te plaît. Mes parents ouvriers, donc aide à domicile, voilà, chauffeur routier, voilà. Quand je parlais de ma passion pour la musique, voilà, c'est un loisir, ce n'est pas un métier. C'est la réponse qu'on me donnait. Donc là, on est dans le droit, l'autorisation aussi, effectivement, de s'autoriser certains milieux, même si, bon, ça change beaucoup. Je pense que tu as beaucoup d'étudiants aussi qui sont issus de milieux ruraux, peut-être fils d'ouvriers, etc. On a une évolution. C'est parce que Bourdieu disait dans les années 90, ça a un petit peu changé, mais c'est pas encore si fréquent que ça. Enfin, ça évolue, mais pas mal. Si vraiment, pour vous, ça évolue? Je trouve que ça dépend des milieux. Parce que j'ai la fac, enfin l'université en tête aussi. Et à l'université, c'est hyper rare, quoi. Après, dans le milieu artistique, je sais pas, j'en sais rien. Devenir d'un milieu ouvrier et encore plus paysan, je pense. Enfin, en tout cas, à l'université, moi, j'étais une des seules. Et j'ai croisé des centaines de gens en 3 ans. Et ça, à la fac, c'était hyper rare, quoi. Ouais. Dans les études sup, plus, quoi. Plus t'avances, moins on est nombreux, en fait. Ah oui. J'ai l'impression que ça s'ouvre quand même de plus en plus. J'ai l'impression qu'on est une génération où on a, entre guillemets, le luxe de pouvoir se permettre de rêver différemment par rapport au métier de nos parents ou par rapport à la vie qu'ils ont menée. Ça ne veut pas dire que tous le font, mais on arrive, je crois, quand même à douter plus facilement de est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? Et on le voit bien dans la mesure où il y a, c'est ce que dit le reportage au début, mais on est quand même... Il y a eu énormément de paysans pendant un temps. Il y a de moins en moins d'enfants qui reprennent l'exploitation agricole. Le nombre de paysans en France est en train de diminuer toujours plus chaque année. Donc c'est bien qu'il y a un problème de reprise. Tu as rencontré, Coralie, pas mal de jeunes qui étaient hors cadres familiaux, comme ils disent, et qui ont aussi cette difficulté-là. Alors, dans l'autre sens, c'est-à-dire de se dire, quand on ne vient pas d'une famille de paysans et qu'on a envie de devenir paysan, qu'on est passionné, comment on fait pour intégrer, en fait, ce milieu-là ? J'ai l'impression qu'il y en a pour qui, alors, c'est un rêve et ils ont peur qu'il ne soit pas forcément réalisable, notamment pour des problèmes financiers. Ouais, alors je suis pas hyper calée là-dedans. Enfin, je connais certaines choses parce que je me suis quand même un peu renseignée et puis parce que je les ai interviewées. Mais il y a la question de financière, c'est sûr. Parce que les fermes coûtent cher et il y en a qu'on peut même pas transmettre, en fait, aussi. Il y a aussi la question des terres, que, en fait, dans la transmission d'une ferme, il y a aussi en tout cas, les agriculteurs ont du mal à se détacher de leurs terres. Alors, il y a des organismes qui sont mis en place pour faciliter la reprise d'exploitation par des jeunes agriculteurs, etc. Voilà, il y a on entend plein de discours. Tout le monde n'est pas OK sur les mêmes choses, sur la facilité ou pas pour ces jeunes-là d'obtenir en fait des terres, même à la location.
Et il y a aussi le fait qu'il y en a qui veulent comment dire, des jeunes qui se disent il y en a un qui nous disait c'est difficile d'intégrer en fait une entreprise familiale presque. Enfin, il y a comme un truc où on n'a rien créé, nous, tout vient d'avant, et du coup, se faire une place là-dedans, il faut qu'on arrive à se faire accepter. Et il y a tout un des épisodes de la web-série où on voit un débat en fait entre les jeunes où moi je leur posais la question de s'associer avec la famille, c'est possible, s'associer avec un ami, c'est pas possible. Et alors là, c'est un sujet compliqué, quoi. S'associer avec son frère ou sa sœur, ça semble beaucoup plus évident qu'avec un ami, même d'enfance, qu'on connaît depuis très longtemps, parce qu'on ne monte pas une entreprise. Enfin, je dis entreprise, mais enfin, en tout cas, on se lance pas dans quelque chose avec un ami. C'est trop dangereux, quoi. Ça se fait pas. Voilà. C'est toujours une question que c'est un vrai sujet aussi pour moi. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que, Justin, on peut mettre le numéro 7 ? Parce que là, tu arrives dans un village où tout se sait, où les ragots vont très vite. Comme je te disais, tu arrives d'une ville où il y a 120 000 habitants qui habitent dans des cages à poules, où tout le monde s'en fout parce que tout le monde va prendre son RER le matin. Les gens sont claqués, sont transformés en robots, en fait. Et là, tu arrives dans un tout petit village où tu as la petite mamie qui regarde derrière ses rideaux et qui regarde la vie, qui regarde ce que tu fais, le moindre mouvement, tout ça. Parce qu'elle a que ça aussi, il faut le comprendre. Et du coup, c'est important de t'intégrer quand même dans un petit village. Pour ton bien-être, pour le bien-être des autres, c'est primordial. Si tu arrives dans un endroit où t'es pas aimé, ça vaut pas le coup de rester, quoi. Est-ce que Pauline, c'est ton voisin ? Est-ce que tu peux nous parler de ton voisin ? Il s'appelle Rudy. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Il vient de Sarcelles. Ouais, c'est il ça. vient de Sarcelles. Et il a grandi à Sarcelles, dans une cage à poules, comme il dit lui-même. De parents, sa mère, je crois, élevait les enfants. Ils étaient 2. Et son père a bossé comme ouvrier, un gros bosseur. Et Rudy, il a commencé comme électricien en région parisienne, à un rythme fou. Il gagnait, je pense, bien sa vie en termes de monnaie, quoi. Il travaillait beaucoup, de toute façon. Et à un moment, il en a eu marre de ce rythme effréné. Donc, il a commencé par acheter une toute petite maison en ruine dans le bas du village. Il est venu avec des copains, c'est ça ? Ah oui, au tout début, il venait en vacances. Il faisait du camping dans le Morvan. Donc ils étaient jeunes et tout, et je pense qu'il s'est attaché, il a aimé cet endroit. Donc c'est dans l'Yonne, et c'est le nord du Morvan, et voilà, il a acheté une toute petite maison, une bouchée de pain qui tombait en ruine. Il a tout refait de lui-même. Il a passé, je crois, un hiver seul dans le froid à la fois travailler, parce que il bossait pour une grosse entreprise d'électricité qui avait une succursale. Je rentre trop dans les détails là. Hein. Non, mais c'est pas grave. Non, je sais jamais comment doser. Et donc voilà, il a refait la maison par lui-même tout seul en plein hiver, alors qu'il bossait à côté. Et il parle de cette importance de s'intégrer. Parce que tout le monde se connaît, et on disait qu'on faisait attention de ne pas faire trop de différence, mais effectivement il y a quand même quelque chose qui est important entre la ville où on peut garder un anonymat, la grande ville, la très grande ville, plus que Clermont-Ferrand peut-être, effectivement, et les zones rurales, les petits villages où là tout le monde se connaît. Et lui, en fait, il apprécie ça. Que tout le monde se connaisse ? Ouais. Non, je sais pas. C'est ambivalent. En fait, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de liberté en permanence, et il est parti de la ville pour trouver cette liberté de se mouvoir, d'avoir de l'espace pour bricoler, de lier aussi des relations d'échange, de service avec les gens, donc d'engagement, des relations avec valeur d'engagement à l'autre. Mais il a aussi souffert il souffre aussi du fait
Voilà. Je sais que, par exemple, chez moi, c'est toujours ouvert. Le portail, il est ouvert. La petite porte du jardin est ouverte. Les gens rentrent comme dans un moulin. Des fois, j'ai des gens chez moi. Chez eux, c'est barricadé, en fait. Il y a un jardin et tu peux même pas rentrer dans le jardin. La porte est tout le temps fermée. Ils ont coupé la sonnette, tu vois. Ils se protègent aussi. C'est un truc qui change des autres voisins. Enfin, c'est vraiment, tu sens une différence entre. Non, enfin après chacun négocie comme il veut, comme il peut. Mais j'ai l'impression que c'est difficile à dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des codes qu'on va pas chez les gens. En fait, à Paris, pour se voir, on prend rendez-vous dans 3 jours, la semaine prochaine, pour un café de telle heure à telle heure. Les gens sont difficilement accessibles. Et en milieu rural, c'est pareil, en fait. Sauf que... comment dire ? Ça se joue pas de la même façon, mais je pense que moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que les gens trouvent plein de stratégies pour te faire comprendre qu'en fait, ok, là, t'es rentré parce que t'as fait comme chez toi et tout, mais c'est peut-être parce que tu connais pas tout à fait les codes, en fait. Enfin, bon... Je ne sais pas si ça répond. Mais pour les nouveaux arrivants, il faut quand même pouvoir prendre le temps de se faire accepter, de trouver ses codes. Et c'est peut-être pas toujours évident. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi essayé de questionner, les nouveaux arrivants en milieu rural, ou c'est pas encore un sujet qui est trop qui vous intéresse plus que ça pour l'instant? Non, moi c'était plutôt sur... ça me faisait penser plus à la question de la réputation, en fait, plus qu'à la question des nouveaux arrivants. Non, du coup, j'ai pas trop bossé sur ça. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, je t'écoute et je me dis oui, c'est vraiment l'enjeu de la réputation, en fait, dans ces tout petits endroits où tout le monde se connaît. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une des obsessions des jeunes avec qui on a échangé avec Marion pendant tout le temps du parcours de Suturé. Ouais, c'est hyper important. Et puis c'était, en tout cas, les jeunes avec qui on a parlé, notamment chez les filles, parce que je pense que c'est une question de genre aussi, ces questions-là. C'était la chose qui leur faisait le plus peur et qui occupait vraiment toute leur pensée. C'était vraiment cette question-là, quoi. Quelle réputation je vais avoir? Et pour autant, quand on leur demandait, est-ce que vous voulez partir du village? Bon, la plupart du temps, la réponse était oui. Nous, on a bossé sur le Cher. Je crois que je l'avais pas dit. Vraiment région centre. Et on leur disait, bon, vous voulez partir, mais où? Et on s'attendait vraiment à ce qu'elles nous disent Paris, Lyon, Toulouse, machin. Non, c'était des très petites villes, en fait, qu'elles citaient, parce qu'en fait, il y avait aussi cette peur, du coup, de plus être reconnue et reconnue du tout. Donc voilà, il y avait vraiment l'inconfort de ne pas pouvoir être anonyme, et en même temps, l'anonymat total qui faisait hyper peur. Voilà, c'est là-dessus. Sur la question des nouveaux arrivants, moi j'ai découvert pas mal de choses grâce aux travaux des étudiants de master qui ont vraiment mené des projets de recherche. Et l'élément commun, c'était la question de la frontière. C'est-à-dire dans les villages où il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux ruraux, il y a toujours un côté, on peut avoir des cafés avec des habitudes bobos, etc. Et l'autre côté, on est dans le monde traditionnel. Et en fait, par les images, par les entretiens, on voit que waouh, on a apporté avec nous ces frontières. Et que c'est difficile à la fois pour les anciens d'accepter, d'accueillir les nouveaux. Et en même temps, pour les nouveaux, il vient avec une image utopique, comme tu disais, de la liberté d'avoir de l'espace, de la nature. Et parfois, voilà, c'est une image trop idéalisée et que la réalité ne correspond pas forcément à cette idée-là. Et l'existence des frontières à petite échelle, c'est impressionnant. En fait, pour rebondir sur cette histoire-là de faire des choses ensemble entre les nouveaux arrivants et les anciens, dans mon village, on a monté un café associatif et ça a mis longtemps avant de vraiment prendre parce que, effectivement, dans l'équipe qui portait le projet, il n'y avait que des nouveaux arrivants, en fait. Et ça a été très, très, très dur et on a mis, je ne sais pas, je dirais au moins 2 ans à vraiment faire en sorte que d'autres personnes qui vivaient, qui étaient nées dans le village, puissent se sentir concernées, autorisées à venir faire le service. Et pour cette série documentaire, j'ai rencontré un jeune du village que je connaissais par ailleurs, enfin, pour l'avoir déjà, bref.
Et lui, il m'a dit, mais en fait, nous, on n'y va jamais à ton café. Parce que, en fait, nous, on ne boit pas en terrasse, on ne fume pas en terrasse, parce que tout le monde nous connaît ici. Donc, s'ils savent que j'ai bu un coup, en fait, ça se dit, et c'est la réputation. Ce n'est pas la même manière de sociabiliser. Ou alors, on est avec nos amis, mais on va faire ça ailleurs. On va pas... Ouais, d'accord. C'est intéressant aussi, les manières de se rassembler, de se retrouver, qui peuvent aussi varier à certains endroits. Et puis, j'ai le sentiment que là c'est vrai c'est difficile, je trouve, de faire des généralités, alors qu'il y a tellement de départements différents. En ce moment, je suis en résidence à Sylvanès, il y a ce qu'on appelle les néo-ruraux. Ils en parlent en disant, mais nous, on est arrivés sur le territoire il y a 2 ans. On a trouvé ça suspect au début parce que les gens étaient très gentils avec nous et on s'est dit, ça cache quelque chose. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils avaient besoin de quelque chose. Je te le prête, je viens de te le faire. Même si tu veux, dans 10 minutes, je suis là. Et attends, mais qu'est-ce que je te dois ? Non, rien, c'est pour moi. Donc, c'est aussi un autre rapport. Il y a des craintes que les gens peuvent se mettre seuls en tête. Je pense qu'il y a ça. Et puis, j'entends aussi, c'est une question, mais que ce soit à Paris ou finalement, on peut aussi avoir des vies de quartier qui sont finalement assez proches de ce qu'on peut connaître en campagne. Et en campagne, c'est aussi comment est-ce qu'on habite un territoire sur lequel on habite. Je ne sais pas s'il faut se préserver ou au contraire aller. J'ai l'impression que c'est choisir son temps, avec qui on a envie de le passer et comment on a envie de passer du temps c'est pas très joli, mais de qualité, quoi. Enfin, de comment est-ce qu'on veut habiter. Moi, je sais que j'habite en Lozère. Régulièrement, le voisin, je me suis mis à la belote, c'est pas simple. Mais en tout cas, ils m'apprennent ça un soir et puis c'est pas prévu. Et en fait, on se fait embarquer. Et de temps en temps, ils disent, tiens, tu vas boire un verre, tu dis non, il faut travailler. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce respect-là du temps. Mais bon, voilà, c'est très banal. Mais... Pardon, je pensais exactement la même chose au même moment. C'est dur de faire des généralités parce que c'est même une mauvaise idée d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est très hétérogène dans les territoires qui reçoivent, mais aussi dans les populations, les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que pour y aller à la machette dans le cliché, il peut y avoir effectivement le bobo parisien en quête de sens, de nature. Hein. Et puis, il peut y avoir des trucs beaucoup moins sexy et beaucoup plus parce que le foncier est moins cher et que c'est pas très loin. Et là, on n'est pas du tout dans les mêmes réflexions. On n'est pas dans... Et voilà, et ça, c'est valable dans les populations qui arrivent. Et c'est valable aussi dans les territoires qui sont plus ou moins loin, plus ou moins accueillants. C'est pas le bon mot, mais enfin, je pense que c'est vraiment très, très disparate, tout ça. Le sociologue Benoît Coquart, dont tu parlais dans tes émissions, notamment, effectivement, rappelle sans cesse que quand on parle de ruralité, c'est dommage aussi de parler des agriculteurs et seulement des agriculteurs quand il y a des ouvriers, quand il y a des infirmiers, quand il y a des aides à domicile, quand il y a tous les métiers, enfin, tout plein de métiers, effectivement, autour. Et pareil, dans les arrivants, on a des arrivants qui viennent de partout et qui ne cherchent pas forcément la même chose. On peut avoir, alors lui dit qu'il y a quand même une précarité qui se trouve à la campagne qui est importante à observer pour comprendre aussi certaines difficultés, mais il n'y a pas que ça. Et voilà, donc ces généralités, non, il faut les éviter, mais je pensais que c'est important de se poser cette question-là parce que les nouveaux arrivants aussi, la campagne, en fait, elle bouge. Aussi bien que on aurait pu avoir l'impression qu'il y a, l'exode rural ne continue pas forcément comme il a pu l'être il y a des décennies et des décennies. On a des gens qui arrivent en zone rurale, des gens qui partent, et il y a des mouvements en fait constants. Donc ça, c'est quand même peut-être important aussi de le rappeler. Juste pour dire un petit truc, après j'arrête de prendre la parole, ça je prends beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est comme ce qu'on disait aussi sur les gens qu'on interroge. J'ai l'impression qu'à la fois il y a une question de légitimité à raconter leur histoire et à penser qu'elle est intéressante, mais je pense que pour des néo-ruraux, il y a aussi une question de légitimité en disant mais est-ce que je serai bien là ? Est-ce que j'ai bien ma place ? Et pour des néo-ruraux, il y en a quelques-uns aussi qui se lancent dans la paysannerie, mais c'est est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pas être jugé ? Est-ce qu'il va pas y avoir une certaine forme de scepticisme par rapport à ce que je fais ? Mais c'est des questions humaines d'existence, en fait. C'est qu'est-ce que je veux faire du temps qui m'est imparti. J'aimerais qu'on termine un peu les discussions sur véritablement le passage entre toute votre collecte d'informations et le passage à la création.
comment on crée un spectacle, comment on fait un film, comment on met en scène. On va pas pouvoir tout raconter, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on choisit de ces entretiens? À un moment donné, tu as parlé des silences qui étaient importants. Est-ce que ces silences-là, on peut les reprendre? Les objets, est-ce qu'on peut trouver des objets qui sont symboliques de tel ou tel, sans être dans le stéréotype, mais de toute façon, une mise en scène, on doit choisir des choses. Hein, donc voilà. Est-ce que c'est dans l'objet? Est-ce que c'est dans les silences? Est-ce que c'est dans le vocabulaire? Pour les uns et les autres, voilà, j'aimerais un petit peu avoir vos... Qu'est-ce que vous prenez de ça? Bonne question. Alors, comme je disais au départ, je ne savais pas comment j'allais faire avec cette matière, donc je me suis retrouvée vraiment avec des heures et des heures de films. Et j'ai commencé à écrire, et en fait, je dirais que la matière, elle est vraiment la matière documentaire, de vidéo, de récolte de paroles. Elle est vraiment venue nourrir l'écriture. Donc je pars de mon histoire que je suis venue fictionnaliser et parfois j'écoute des entretiens, effectivement je retranscris et c'est le démarrage d'une écriture et parfois c'est en fait des choses qui reviennent tout le temps et je me dis ok, bon, faut en parler. Peut-être que ça sera seulement une image, peut-être que ça sera le début d'une histoire, mais les silences, oui, ça revient, effectivement. Il y a plein de choses qui reviennent. Oui. Comme il y a la vidéo, il y a le paysage qui est important aussi. Ouais. Alors, du coup, au départ, je voulais mettre les entretiens sur scène. Au final, ils y sont pas. Ils sont vraiment venus nourrir le texte. Mais le paysage et vraiment le rapport au sensible, c'est quelque chose qui est très important effectivement dans le spectacle et du temps qui passe aussi, parce que pour moi le milieu rural, c'est la notion du temps qui est presque dilatée parfois, je trouve, et du coup la vidéo permet ça, en tout cas j'ai la sensation. Donc, la vidéo, il y aura quelques passages vidéo sur scène. Là, dans ceux qu'on a choisis en générique, on a des plans, quelques plans fixes ou presque fixes, justement, qui permettent d'étendre ce temps. Ça a été une volonté dans la prise de vue? Ouais, de venir contempler, de venir recontempler le paysage, oui, ça a été une volonté. On l'a moins fait en octobre, mais moi je suis revenue, je sais plus quand, en juin dernier. Et parfois j'ai filmé. De quoi? Je le confirmais. Ouais, juin. Et parfois j'ai filmé des paysages pendant plus d'1 heure avec une caméra fixe. Ouais, donc c'est venu. Ça nuit sur le Chavaroche, tout ça. Enfin, voilà, exactement. Moi, j'aurais commencé ma réponse un peu comme toi, parce que c'est un peu le même procédé d'écriture. La web-série, au départ, on ne devait pas la réaliser. On l'a réalisée parce que finalement, ils nous avaient dit tellement de choses qu'on s'est dit que c'était dommage de les garder juste pour nous. Et on s'est dit, allez, on y va, on se lance là-dedans. Donc, en dérushant pour pouvoir écrire la web-série, ça nous a permis d'avoir des gros moments d'entretien retranscrits, déjà. J'ai retranscrit aussi, on a aussi dérushé les entretiens que j'ai fait auprès des gens de ma famille. Et voilà, je savais que j'avais... au départ, je ne savais pas si je voulais qu'il y ait une grosse part de documentaire ou plus de fiction, plus de documentaire, je ne savais pas trop. Et en fait, je crois que j'avais besoin de m'éloigner un petit peu, de prendre un peu de distance pour que l'affect soit... voilà, quoi. Que ce soit un peu plus loin. Et donc, j'ai écrit une fiction à partir de tout ça. Et dans le spectacle, on voit certains des jeunes qu'on a rencontrés, on voit des bouts du documentaire que j'ai réalisé au sein de ma famille, on entend des bribes d'entretien, etc.
Et il y avait un truc qui était important pour moi, c'était l'élément qui reliait les 3 volets de ce spectacle, qui est cette chaise que j'ai amenée partout et sur laquelle se sont assises toutes les personnes qu'on a interviewées, qui est une chaise en bois avec l'assise en paille, qui est une chaise qu'il y avait dans toutes les maisons de la famille et à la ferme. Et voilà, c'était important pour moi que ces chaises elles soient présentes comme le lieu aussi où on prend le temps d'arrêter le travail, se mettre autour d'une table, parler si on veut, mais en tout cas être ensemble. Voilà. Ouais, sur cette question d'enquête et d'entretien, Marion, quand elle m'a passé la commande du texte, il n'a jamais été question justement de faire une enquête ou en tout cas d'utiliser ce qu'on récoltait dans le spectacle. Ça s'est fait un peu tout seul au fur et à mesure des actions culturelles qu'on faisait sur le territoire. Mais on y est toujours allé avec un objet. C'est-à-dire que le texte, moi j'ai écrit le texte très tôt, très vite. Et après, on est un peu parti avec cet objet-là, qui était déjà créé, du coup, en amont, pour rencontrer les gens, en fait. C'était plus les rencontrer avec quelque chose plutôt que de partir de témoignages et d'ensuite faire un objet. On a fait l'inverse, en fait, tout simplement. Et ce qui a été assez intéressant, c'est qu'en même temps que j'étais en train de faire ça avec Marion, j'étais, pendant ma thèse, en train d'étudier comment les artistes enquêtaient. Et du coup, c'était marrant. J'aurais pu avoir du recul sur ce qu'on était en train de faire, mais en fait, on l'a jamais, quoi. Et il y avait des artistes dans ma thèse, notamment des artistes militants, quoi, pour le coup, hyper politisés, hyper engagés, qui étaient dans un rapport d'enquête maoïste, quoi. C'est-à-dire qu'ils y allaient pour vérifier des hypothèses. Ils y allaient pas du tout dans cette optique un pseudo-idéal d'enquête sociologique qui se voudrait neutre, qui se voudrait... voilà. Au contraire, ils avaient des hypothèses hyper ancrées, hyper politiques, et ils allaient les vérifier sur le terrain, quoi. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a fait. En fait, mine de rien, on avait déjà des idées qui, en fait, ont valsé au fur et à mesure des entretiens. On s'est dit, par exemple, tout à l'heure, sur la question de « tu veux aller où ?» Ah bon, elles veulent pas aller à Paris. Enfin, bon, voilà. Enfin, on s'est fait déplacer constamment par notamment les jeunes qu'on a rencontrés sur le territoire et avec l'objet suturé, quoi. Donc, forcément, ça a déplacé quelques petits trucs dans l'écriture. Ça n'a pas changé l'aspect de la pièce du tout. Il n'y a aucune matière documentaire à proprement parler dans le texte. Mais ouais, ça a déplacé un peu la construction des personnages, ou après qu'on ait parlé avec des ados, une telle phrase, on se dit putain, mais ça c'est trop important, c'est vrai que cet aspect-là, on l'a pas. Donc voilà, ça a changé quelques petites choses. Et après, Marion, elle est dans une démarche où elle porte un propos esthétique hyper tranché aussi. Donc pour elle s'est posé la question, c'est quoi le cher ? C'est le plat. Et donc, elle a voulu faire un plateau blanc. Enfin, le plateau est entièrement blanc, donc il y a un côté très esthétisé, en fait, à cette représentation de la ruralité. Donc, pour le coup, il n'y a aucune matière qui, de près ou de loin, peut faire penser à la ruralité, mais c'était justement aux ruralités, pardon. Mais c'était ce qu'elle cherchait, je crois. Enfin, il y avait vraiment une idée de donner un autre visage, en fait, et surprendre un peu comme nous, en fait, sur le terrain, on a été aussi surprise. On a voulu vérifier des trucs et en fait, non, quoi. Enfin, voilà. Nous, il y a eu cet aspect-là où il y a eu les 150 témoignages. Une fois qu'on avait toute cette matière-là, on a bien vu qu'il y avait des thématiques qui se dégageaient, qui revenaient très régulièrement. On s'est dit que c'était celle-là où il fallait quand même axer le travail. Mais avec François, l'auteur, généralement, quand on crée, c'est pareil pour la prochaine création, mais on crée en passant beaucoup de temps sur ce qu'on appelle la dramaturgie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut raconter, pourquoi, comment. Et donc, en fait, on a fait aussi toute une généalogie de la famille dont on parle dans le spectacle, mais on est remonté, tout ça est purement fictionnel, on est remonté sur 3 générations de savoir comment est-ce que ça s'était décanté dans cette famille-là, comment est-ce que l'oncle avait agi, enfin, juste en se disant, par rapport à ce qu'on connaît, qu'est-ce qui peut servir notre propos au théâtre et qu'est-ce qui nous arrange. Tout ça, en fait, le spectacle vivant et les 1h35 que dure le spectacle, finalement, c'est 2%, peut-être un peu plus, de tout le travail qui est en amont de dramaturgie. Et après, comme on a fait le parti pris d'avoir des personnages sur scène, on est 3 acteurs au plateau et il y a 15 personnages, on sait très bien que sur les 15 personnages,
un vétérinaire n'a pas le même langage qu'un paysan, et au sein de la famille paysanne qu'on représente, le grand-père ne parle pas de la même façon que le père, qui ne parle pas de la même façon que le petit-fils. Donc on a attrapé par-ci, par-là des phrases qui nous semblaient être clés. Et après, tout le travail de François, c'est de fictionnaliser, puisque de toute façon la fiction, c'est la réalité avec un pas de côté. Donc il a réussi, lui, à remettre de la fiction dedans pour que ça ne soit pas du théâtre documentaire, même si on s'autorise dans le récit à avoir des parties, on n'a pas trouvé mieux comme mot pour l'instant que des parties plus conférencières, pas au sens lourd, on va vous expliquer, etc. C'est pas ça. Mais ce que je disais par exemple sur le suicide, c'est d'arriver à prendre le temps d'expliquer pourquoi. On remonte sur l'histoire de la paysannerie, il y a 10 000 ans, sur comment est-ce qu'on est arrivé à tous rentrer dans ce modèle-là économique de consommer, produire, etc. Et ça commence à partir du moment où on achète la première voiture, on fait le premier emprunt pour la maison, et à partir de ce moment-là, ça y est, l'engrenage, il est là, quoi. Mais je trouve que le théâtre, c'est cette matière qui permet à la fois de jouer sur de la fiction, de la conférence, d'avoir du recul, d'expliquer les choses, et en même temps de repartir dans la fiction. Enfin, c'est une matière incroyable. Ouais, je vais plus loin que ça, Thomas, parce que je trouve que la force de votre spectacle, c'est aussi d'être... non pas on sait, mais... Et si on essayait ça, d'être une force de proposition plusieurs fois, et je l'ai trouvé ça passionnant parce que il y avait un regard. D'ailleurs, il y a autre chose que j'entends dans ton discours. Tu parles de paysannerie, là où on pourrait parler d'agriculture aujourd'hui. J'entends le discours militant de Valérie Jossaume, par exemple, là, avec Ploug Pride, que je vous invite à lire aussi. Ploug Pride, on aura le plaisir d'accueillir Valérie Jossaume, chercheuse à l'université de Rennes sur la ruralité. Nous l'accueillerons normalement si tout va bien au mois d'avril, mais on a encore quelques incertitudes, mais qui utilise vraiment cette dichotomie des mots et donc de défendre l'idée qu'il faut peut-être abandonner l'agriculture pour revenir à la paysannerie. Et je trouve que ton spectacle donne ce type de piste aussi, de se dire tout d'un coup, est-ce qu'une moissonneuse, on a besoin de la posséder ou est-ce qu'on peut la posséder à plusieurs? C'est ce type de réflexions qui sont abordées dans ta proposition. C'est une des forces, c'est que, je crois, François, quand il écrit le spectacle, il y a tout un prologue finalement qui a beaucoup bougé entre-temps, mais l'idée c'est on va pas faire semblant d'être au théâtre, puisque de toute façon, nous sommes au théâtre. Donc, dès le début, on pose les codes de « Ok, vous êtes là, le temps d'1h30, on crée une histoire avec vous. Donc, il nous faut un personnage principal, on va dire que c'est toi. Et à partir de là, on construit au fur et à mesure. » Mais c'est un prétexte aussi pour dire, effectivement, est-ce que tu seras quoi? Tu seras exploitant agricole? Ouais, exploitant, hein. Beau métier, beau métier, vilain mot. Et puis, finalement, c'est agriculteur, bon, ok, c'est mieux. Puis paysan, ouais. Ça, c'est chouette. Là, il y a de la fierté. Mais c'est aussi, pour le coup, on se pose la question avec François sur la dramaturgie de comment est-ce qu'on attribue cette partie-là à des personnages, ou est-ce qu'on choisit au contraire de le mettre à part. Et l'idée, c'est d'avoir, une fois qu'on a toute cette matière-là, on se dit, OK, où est-ce qu'on met quoi? Mais je suppose qu'en fait, c'est la même chose aussi. Pour vous, ce sont des choix, et puis choisir, c'est renoncer, donc on ne peut pas tout mettre non plus dans les spectacles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Le micro. Bonsoir à toutes, à tous. Merci en tout cas pour ces échanges. Je ne regrette pas d'être venu de la grande ville, Clermont-Ferrand. Ce soir pour vous écouter, parce que moi-même je travaille sur des spectacles musicaux, ceux-là, mais en tout cas toujours sur un rapport à l'enquête, en tout cas sur ces sujets de ruralité. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé vraiment dans vos échanges, c'est vraiment super intéressant. Je voulais revenir sur une ou deux petites choses. Alors moi, Alors effectivement, on est un collectif de musiciens, donc dans l'imaginaire du spectacle vivant, on n'imagine pas forcément à quel point on peut être lié, en tout cas à la question de la réalité. Mais en fait, nous, on est héritières d'une histoire un peu particulière, qui est celle des revivalistes du mouvement folk, qui dans les années 70 ont fourni une intense interrogation sur ce qu'est la culture, en fait.
qui sont souvent des gens qui se retrouvent à l'université avec des origines familiales bien souvent rurales, parce qu'en fait, ça a été presque évoqué tout à l'heure, mais en fait, on vient tous de la ruralité. On a tous, à un moment donné, quelqu'un dans notre famille qui s'est arraché d'une condition paysanne pour faire autre chose. Et donc, tous ces gens se retrouvant à l'université dans les années 70 se sont posé la question de pourquoi l'héritage culturel qu'ils ont reçu dans leur famille et dans leur éducation n'était pas considéré comme de la culture à partir du moment où effectivement, ils dépassaient le baccalauréat, etc. Donc, la mission que se sont un petit peu, imposé tous ces gens, et ça s'est fait quand même beaucoup dans la joie et quelque chose d'assez festif, quoi, parce qu'il y avait cet esprit de musicien routinier, nomade, etc. C'était d'aller retrouver des gens qui étaient encore porteurs de ces expressions culturelles pour essayer de les faire vivre de toutes les façons possibles, y compris par des entrées qui sont celles de la création, etc. Donc il y a toute une histoire comme ça qui nous amène, nous, aujourd'hui, effectivement, à avoir ce point de vue sur des expressions culturelles du monde rural, qui nous intéresse de visiter en même temps que quelque chose de plus grand qui serait un peu les imaginaires collectifs, c'est-à-dire à la fois les réalités et les mythologies de ces mondes paysans. Parce qu'il y a la question de la visibilité à l'intérieur de tout ça. Vous en avez déjà un petit peu parlé, la question de la visibilité de ce que sont ces gens et de ce que représentent ces gens par rapport à une démographie, quoi. C'est effectivement la majorité des gens, et il n'y a pas d'endroit qui n'ait rien à raconter. Donc effectivement, toutes ces expressions culturelles-là, elles font partie d'un socle d'imaginaire, de réalité qu'il nous appartient, à nous artistes, mais aussi, pas que les artistes évidemment, de visiter. La question que je me pose, c'est parce que là, je suis en train d'attaquer un nouveau spectacle qui va partir un peu sur les chemins pour faire de la collecte. Et l'idée est de revenir sur des enquêtes qui ont eu lieu sur l'Aubrac dans les années 60 par le CNRS. Ce sont des enquêtes ethnographiques avec ce gros défaut d'une vision, on va dire, coloniale en fait, de l'enquête. C'est-à-dire que les gens qui sont nommés pour mener cette enquête sont des gens qui sont spécialistes de l'Himalaya, du Tibet, de la survie en milieu hostile, et qui vont inspecter les derniers soubresauts du monde paysan à cet endroit-là. Et donc toute cette enquête, aussi foisonnante soit-elle, est quand même menée d'un point de vue que je qualifie d'un petit peu colonial, en tout cas de ce surplomb bourgeois qui a existé un petit peu tout le long de l'histoire de la création artistique, que ce soit dans la musique, dans le théâtre ou dans une autre forme, quant à l'expression culturelle populaire, quoi, et typiquement en France, où il y a un dédain historique des cultures populaires, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays d'Europe. Donc, moi, la question, c'est comment revenir sur ce terrain-là en essayant de se dépouiller de ce surplomb, de cette tendance au colonialisme. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une question à poser, c'est quel est le rapport qu'on entretient avec les gens qu'on va visiter, qu'on va questionner. Comment on peut faire pour ne pas être finalement que des prédateurs qui viennent tout prendre et ne rien rendre. Et du coup, comment on maintient une relation avec tout cet imaginaire et tous ces témoignages qu'on nous a donnés et qui nous ont permis à notre tour de nous exprimer sur un plateau. Donc voilà, c'est une vaste question et j'imagine que tout le monde a une réponse différente, mais je voulais aussi un peu amener ça, quoi. Pardon, ça serait long, c'est presque hors sujet. Je serais tenté de parler de la Corse. Voilà. Merci, au revoir. Non, parce que pour le coup, comment faire? Il faut prendre la parole d'où on est, d'où on vient, et l'acclamer et la revendiquer. Et c'est pour ça, quand on parle de situation coloniale, non, mais c'est vrai que dans les années 70 en Corse, le mouvement identitaire dans le bon sens du terme, la culture au sens large, la redécouverte de chants et d'un patrimoine qui était jugé avec dédain parce que c'était des chants de chèvres,
et que c'était beaucoup plus folklorique d'écouter Tino Rossi. Qu'est-ce que c'est folklorique, justement, vu depuis Paris. Et il y a eu tout un mouvement qui est passé par la redécouverte sur le terrain, in situ, de ces chants qui étaient en train de tomber en déshérence, mais qui est reparti de la base. Et ça a fait revivre, alors avec tout, je ne mets pas le contexte politique qui est à peu près connu, mais c'était très très important, ce mouvement du Riaquist, où ça s'appelait encore. Ça a marché, c'est jamais fini, mais c'est pour le coup, faut pas attendre, il faut le faire, quoi. L'État, le regard colonial et folklorique ne va jamais le donner quoi que ce soit, donc il faut le prendre, il faut le faire. Et puis, si on le fait bien, parfois ça remonte, mais il n'y a pas de... Enfin, c'est rigolo d'avoir entendu ça. Je ne m'attendais pas à parler de ça ici ce soir, mais typiquement, s'il y a un levier qui est important, c'est la culture populaire, quoi, qui vient et qui s'exprime et qui après fait tâche, et c'est ce que vous essayez tous de faire, mais et après, quels que soient les modes pour raconter ça, mais c'est pour connaître un petit peu ce sujet de l'autre côté, au fil des années, voilà, faut le faire. Pardon, c'était une parenthèse. Récemment, je lisais un article qui a été publié dans New Yorker. C'était au sujet de voyage. Est-ce qu'on doit voyager? Pourquoi on voyage? Qu'est-ce qu'on apporte à un endroit, à un pays? Et c'était très intéressant. Et ça faisait effectivement écho à tout ce qu'on fait en tant qu'ethnocénologue, anthropologue, puisque voilà, dans mes recherches, j'ai une pratique plutôt de terrain assez important, à la fois au Liban, en Iran. Je travaille aussi je travaille en gros sur les processions chiites, mais aussi chrétiennes au sud d'Italie. Et ça, c'est une grande question, en fait. Là, on n'est même pas dans les années, je sais pas, 70, aujourd'hui. Et même là, cet été, j'étais en Iran, dans une petite ville pas très loin d'Ispahan, donc au centre de l'Iran, où je filmais pendant des heures le théâtre rituel de Taazieh, voilà, qui est mon objet principal de recherche. Et c'était très intéressant parce que des gens me demandaient, enfin en gros le spectacle se joue exclusivement par les hommes sur scène, et j'étais en fait, sur scène, pardon, excusez-moi, en plein air, il n'y a pas de scène, si bien qu'en Iran, enfin à Téhéran ils les ramènent sur scène, etc. Mais traditionnellement c'est sur un terrain énorme, et moi j'étais la seule femme finalement au milieu de ces comédiens, puisque je filmais le spectacle. Et alors j'ai été aussi présentée comme un personnage limite, voilà, docteur Yassaman qui vient de la France, et en fait il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui me regardaient bizarrement, puis venaient vers moi, on se parlait, me demandaient « Ah, vous êtes française ?» Je dis « En fait, non. » Et on parlait, ils me demandaient « Vous pouvez parler persan ?» J'ai dit « Mais ça fait 15 minutes qu'on se parle, en fait. » Et dans leur tête, moi, j'étais une étrangère qui s'intéressait à une pratique locale. Effectivement, venant de Téhéran, c'était aussi une pratique étrangère pour moi. J'étais étrangère, mais j'étais pas française. Mais eux, ils voulaient à tout prix croire que moi, j'étais française. Et pour eux, c'était important que moi, en France, je parle de cette pratique, je parle de leur théâtre, que je montre des images. C'est pour ça que je demandais, est-ce qu'on peut montrer des images? Parce que je dis, alors, c'est ça, c'est leur volonté. Moi, je peux dire que, en fait, non, c'est pas important, mais je dis, ok, c'est leur volonté que leur art, que leur pratique soit présentée à l'échelle internationale. Et de mon côté, je me suis dit, ok, moi je suis là en tant que femme, au milieu d'une scène exclusivement masculine. Et en fait, il y avait beaucoup de jeunes femmes, de femmes qui venaient vers moi, qui demandaient pourquoi je filme, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'enseigne. Et je me suis dit, ok, ça c'est ce que je peux apporter. Après, je peux dire que peut-être je me justifie à faire un film et au final montrer les images en Occident avec un regard néo-orientalisme. C'est une question très intéressante, mais très difficile à répondre. Donc, mais aujourd'hui, je pense qu'après quelques années d'expérience, je pense que le plus important, c'est être conscient et consciente en fait de ces enjeux, et ne pas les oublier.
C'est la seule réponse que j'ai trouvée pour le moment. Désolée, j'ai trop parlé. Ouais, je rebondis. En fait, c'est marrant parce que j'avais. Il y a plusieurs choses du coup qui me sont venues. En effet, déjà d'arriver chez quelqu'un avec une caméra et un micro, c'est un peu intrusif. Et c'est comment est-ce qu'on arrive chez ces gens et qu'on explique un petit peu le procédé, ce qui va se passer, etc. Du coup, il y a cette question un peu de la légitimité, entre guillemets. C'est vrai que moi, j'ai grandi ici, je fais ça sur le territoire sur lequel j'ai grandi. Ça a été une aide énorme parce que les gens, tout de suite, ils me disaient « Mais c'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? Crantel? Ah oui, c'est bien de chez nous, ça. » Et du coup, ok, ça a cassé un premier truc. Mais après, moi, ma réponse, elle a aussi un peu, effectivement, ne pas oublier ce que ça engendre comme procédé, etc. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment l'idée de rencontre. C'est pas seulement j'arrive et tu vas me donner quelque chose et puis merci. En tout cas, sur Grandir, il y a vraiment eu des rencontres incroyables et des rencontres où on pensait pas et où, au final, on a revu les gens en octobre, en février, en juin, et on a donné aussi de nous, de notre intimité. Et j'ai l'impression que cette idée de la rencontre, elle est essentielle. Si à un moment donné, on ne veut pas juste interviewer les gens, au final, je ne suis pas sûre qu'on aurait des choses qui nous intéressent vraiment dans les entretiens. Donc ouais, c'est vraiment prendre le temps de se rencontrer, je dirais. Je sens que tu veux rajouter quelque chose. Non, mais je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis sur on est d'ici, donc en fait on montre patte blanche. Et pour le coup, on a aussi beaucoup autour de ces bottes de paille. On est quand même beaucoup à venir de ce milieu-là. Donc à partir du moment où on dit, on sait, on sait ce que vous traversez. Moi, je suis fils de paysan et paysanne, hein, donc ah ok, mais tes parents ils étaient en quoi? Donc ça y est, ça commence déjà en fait à détendre la chose. Et je crois que ça interroge aussi autre chose qui est pas tant la fonction, mais la position de l'artiste aussi. Je crois que pendant des années, je suis plutôt en colère contre certains de mes aînés ou contre d'autres qui ont laissé penser que la culture était un art élitiste. Je crois que dans les campagnes et ailleurs, en fait, à partir du moment où on s'intéresse aux gens et on discute avec eux, qu'il y a une rencontre et qu'on se met pas au-dessus en disant on sait, on va faire quelque chose de vous, vous inquiétez pas. Enfin, je veux dire, ça passe aussi par un peu d'humilité, je crois, de dire on vous écoute, si vous voulez bien, ou enfin, de comment est-ce qu'on se présente à eux. Mais puis il y a une chose à laquelle je tiens aussi beaucoup, c'est que pour le coup, on est invité quand même par une scène conventionnée. C'est de l'argent public. Donc à partir du moment où, en tant que compagnie, on reçoit de l'argent public, il se doit de revenir au public. Donc ça demande une attention et une exigence de se dire comment est-ce qu'on le fait et est-ce qu'on est sûr de travailler et de militer avec un public et pour un public, je crois. De ne pas dire de gros mots. On va clôturer la table ronde, mais on vous invite tous quand même à venir partager. Ah, il y a une question tout en haut avant? Ah oui, tout là-haut. Attendez. D'un travail de création pour une scène. Et pour avoir discuté et échangé beaucoup avec des gens qui ont vécu de près ces études-là, je vous donnerai le nom d'ailleurs d'André Valadier, c'est vraiment un monsieur à connaître sur l'Aubrac. Il m'en a beaucoup parlé de cette étude-là, du CNRS. Et lui, il n'a pas du tout vécu ça comme une intrusion colonialiste et qu'on lui prenait quelque chose. Au contraire, il était déjà, et je pense que le territoire était fier qu'on s'intéresse à l'Aubrac, qu'on vienne justement filmer ces pratiques pour dire, voyez ce qui se fait là et comment ça se fait. Et ça a donné lieu à un travail de réflexion qui a justement, ça a donné les racines d'un projet de territoire qui est à court encore aujourd'hui et qui donne à l'Aubrac
une aura que d'autres territoires n'ont pas. Donc eux, ils l'ont plutôt, je pense, bien vécu. Et en tout cas, moi, les échos que j'en ai eus des gens de ce territoire qui y ont participé étaient plutôt fiers. Et je voudrais témoigner d'une deuxième chose. Dans ma commune, donc je suis maire de Corin-les-Eaux, de l'autre côté à l'est Cantal, donc entre Aurillac et Clermont. Et on a des enseignants-chercheurs qui sont venus de l'université de Savoie-Mont-Blanc et qui m'ont proposé de faire une monographie de notre commune. Et donc ils ont débuté, c'est accompagné par la DRAC, et ils ont débuté cette année. Et ils interviewent donc les habitants et en fait on se rend compte que les gens sont fiers d'intéressés et de se dire peut-être qu'effectivement ce qu'on fait ça a quelque chose d'intéressant. Donc ça apporte beaucoup, je trouve, au territoire, et sur aussi ce que disait monsieur sur le fait de comment est-ce que j'habite ma commune, comment je choisis de l'habiter. Est-ce que je choisis de juste y dormir ou est-ce que je choisis de participer aux activités des différentes associations? Comment est-ce que moi je m'intègre là-dedans? Est-ce que j'ai envie d'être partie de tout ça ou pas? Et je trouve que ce genre en plus, c'est vraiment des témoignages qui sont des archives qui, par la suite, sont réinterrogées 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans plus tard. Donc, c'est vraiment un témoignage des évolutions aussi. Et je trouve que c'est un travail remarquable qu'il faut mener. Et j'étais étonnée de cette remarque de dire colonialiste. C'était... Mais justement, on va continuer les discussions, puisque le but, c'est quand même de créer l'échange. On a une table ronde où il y a pas mal d'invités. Et si on pouvait inviter tout le monde, on s'était posé la question avec Dominique Bertrand sur la scène, on l'aurait fait. On l'aurait fait parce que c'est pour nous important d'avoir un échange. Donc, on a choisi en fait de faire une petite soupe et de partager en fait un petit repas tous ensemble à l'étage. Donc, voilà. On va, parce qu'en fait, on doit laisser la salle pour que les moitiés sans des tiers puissent monter leur scène pour demain. Donc, j'avais un timing un peu serré. Mais on va continuer les questions et les débats là-haut. Et Yassaman a d'autres choses à nous dire, notamment. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc vous êtes effectivement chaleureusement invité à partager avec nous le petit bol de l'amitié, un bol de soupe avec nous. Je ne voulais pas terminer la soirée sans préciser que tous ces projets de théâtre que nous soutenons et que nous allons accueillir, nous pouvons le faire, et la tenue de cette soirée par exemple, nous pouvons le faire que grâce à des financements effectivement institutionnels qui nous obligent. Théâtre public, je pense à la DRAC, je pense à la région, je pense bien évidemment au département et à la ville d'Aurillac. Mais on ne va pas oublier non plus, parce qu'on a eu besoin d'eux, on avait besoin d'eux, ils ont répondu présent à quelques mécènes. Vous avez le Crédit Agricole, vous avez Aesio, vous avez la Chambre d'agriculture et bien évidemment... Et j'espère, mais j'ai pas le droit de le dire, un autre partenaire. Pour l'instant, c'est pas voté, mais je sais qu'ils seront là. Voilà, c'était juste pour dire que grâce à tous, on peut mener ce travail aussi sur le territoire. Les spectacles, tous les spectacles, à part celui effectivement de faire parler la terre, qui est d'une conception plus lourde et qui ne permet plus difficile à faire tourner. Les deux autres spectacles tourneront sur le territoire dans des petites salles. C'est plus des spectacles qui peuvent s'adapter in situ dans différentes communes des différents territoires du Cantal, en partenariat avec nos communautés de communes qui les gèrent. Voilà, j'en ai fini. Je vous invite tous au bar pour venir manger notre petit bol de soupe et se réchauffer, parce que je ne sais pas si c'est comme vous, mais moi j'ai un peu le frais. Et là.